Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Pour ce premier épisode, j'ai l'immense plaisir de vous co-présenter cette émission, ce podcast avec Fabrice Pelosi, que je vous invite à suivre sur Twitter, @Pelosi, ou sur LinkedIn, Fabrice Pelosi. Nous recevons ce soir chez Cosa Vostra le fondateur et directeur de Batch.com, Simon Davlat. Simon a eu un parcours d'entrepreneur exceptionnel, des aventures rocambolesques. Il nous livrera tous les détails de sa première entreprise à 17 ans jusqu'à la gestion de crise, juste après avoir levé 10 millions d'euros à peine 30 ans sur App Gratis. Cet épisode, je vous le disais, est donc un numéro 0. Il est beaucoup plus long que prévu car passionnant. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à l'écouter et autant de plaisir que nous avons pris à l'enregistrer. Je suis bien évidemment preneur de toutes vos remarques sur Facebook, Twitter ou encore LinkedIn. Génération Do It Yourself, épisode 1 avec Simon Davlat, Fabrice Pelosi et Mathieu Stéphanie. Bonsoir Simon, alors ravi de te recevoir, ça fait donc quelques années qu'on se connaît. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs ce soir? Salut Matt, oui avec plaisir. Je m'appelle donc Simon Davlat, je suis entrepreneur maintenant dans le numérique depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé dans les compétitions de jeux vidéo en réseau, avant que ça s'appelle l'e-sports. J'ai monté une boîte ensuite dans la publicité en ligne, dans la promotion d'applications, qui s'appelle App Gratis. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une boîte qui s'appelle Batch.com, qui est une plateforme CRM pour le mobile, au sens large, pour les applications. Donc, sur ma première boîte, j'ai dirigé 3 personnes. Sur ma deuxième, un peu plus d'une centaine. Et sur la boîte sur laquelle je bosse aujourd'hui, on est une petite vingtaine, principalement des ingénieurs et des consultants CRM. Donc ça c'est mes activités d'entrepreneur. Et comme je suis aussi assez actif dans le secteur de l'investissement dans les startups, j'ai investi dans une vingtaine de startups en tant que business angel, plutôt au niveau seed, plutôt seed série A. Voilà, donc pas mal de boîtes qui sont à des niveaux de développement différents. Une première qui a été rachetée par Facebook il y a 1 an et demi, qui s'appelle Weed.ai. 5 ou 6 qui sont très prometteuses, et une quinzaine où je n'ai pas beaucoup de nouvelles pour le moment, mais c'est le jeu, donc on verra. Voilà. Ok, donc on te reçoit ce soir avec Fabrice Pelosi chez Cosa Vostra. On est ravis de t'avoir comme premier invité de ce podcast. Et moi donc. Et on était vraiment excités à cette idée parce que en fait t'as eu une expérience entrepreneuriale assez unique. Enfin, toute expérience est assez unique, mais t'es passé par plein de niveaux. T'as créé ta première boîte. Toi, t'as un parcours qui est littéraire, non? Si je me m'abuse, ou Celsa, c'est ça? Ou... Alors, de manière générale, autodidacte, parce que j'ai monté ma première boîte avant d'avoir eu mon bac. Donc j'avais 17 ans. Ensuite, effectivement, j'étais. On peut créer une boîte à 17 ans. Faut avoir un. On a créé le projet qui ensuite nous a permis de créer une SARL. Quand moi j'avais cet âge-là, mes associés à l'époque étaient plus âgés. Mais oui, j'étais associé de 13-37. T'avais un tuteur qui... Non, mais on était très geek, je crois, à l'époque. On était vraiment très très geek. On était non-stop en ligne du matin au soir. Et globalement, ça semblait pas plus compliqué de monter une boîte, d'incorporer une SARL que de, je sais pas, mettre en ligne des serveurs, ou d'intégrer un forum sur un site. Enfin, c'était pas plus intimidant que ça. Quand je m'en rappelle maintenant, ça semblait atteignable, quoi. Et tes parents avaient fait ça, ou il y a des gens qui t'ont dit c'est pas dur, ou tu t'es juste dit c'est pas dur?
Alors, est-ce que l'héritage, est-ce que le capital social a joué Non, pas en termes d'argent. Hein, je parle vraiment. Non, justement, le capital social. Social. Ok. Le capital. C'est le complément du capital économique. Non, mes parents étaient plutôt. Mon père était photographe de mode. Ma mère était dessinatrice, styliste. Ils ont eu des professions libérales. Ils étaient très aventuriers. Parce que quand on était petits, on a fait le tour du monde en bateau pendant 4 ans. Donc on est parti. Mon père l'avait déjà fait 2 fois. Donc bon, et quand on est revenu en France, ils ont monté une boîte, qui était plutôt une sorte de toute petite PME de production de mobilier en bois, plutôt de luxe, mais qui, au fait de sa gloire, a dû employer 2 ou 3 personnes. Donc c'était un petit truc. Mais oui, c'était pas. J'avais pas le complexe du fils de cheminot pour qui monter sa boîte. C'était l'Everest, quoi. Ça me semblait. J'avais pas non plus un père capitaine d'industrie avec 100 000 salariés, mais ça me semblait pas dingue. Enfin, j'avais pas de complexe par rapport à ça. Donc le moment venu, ça m'a pas paru un truc extraordinaire à faire. Et c'est après, en fait. C'est une fois que t'as incorporé ta boîte que ça devient, que les emmerdes commencent. Et ça, donc, t'avais 17 ans, et elle est devenue quoi, cette boîte? Cette boîte, c'est très marrant parce que, presque 15 ans après, la boucle se boucle un peu, parce que au début, on était une sorte de forum. Enfin, en gros, moi, je joue à Counter-Strike 15 heures par jour, pendant mes 16, 17, 18 ans. Et en fait, à un moment donné, j'en ai eu marre de jouer, mais ce qui me passionnait, c'était d'organiser les compétitions, de mon équipe, d'avoir un site où on pouvait se rassembler, d'avoir des chans TeamSpeak, d'être sur IRC, enfin toute la partie sociale qui s'est rapidement créée autour des jeux vidéo et qui aujourd'hui, 10 ans plus tard, donne des boîtes comme Twitch ou comme Discord ou comme pas mal d'autres qui en gros ont capitalisé sur l'aspect social des jeux vidéo. Nous on a créé un site, un forum qui est devenu un des plus gros forums français sur Counter-Strike. On a créé une ligue en ligne en reprenant le concept des classements Elo que t'as aux échecs. Et on a fait une petite levée de, je crois, 40 ou 50 000 euros pour financer tout ça. Et on a essayé de trouver un modèle économique qu'on n'a pas vraiment trouvé. Et on a en fait pendant longtemps essayé de faire un partenariat avec une boîte qui à l'époque nous semblait énorme, qui s'appelait Game Service, qui sont des gens qui ont créé le SWC, que vous connaissez peut-être, parce que ça a été relancé et ça a été racheté récemment par Webedia. Mathieu Dallon et toute sa team, qui étaient nos dieux vivants à l'époque, qui organisaient des LAN à Bercy de 40 000 personnes venues du monde entier. Donc on essayait de leur organiser, nous, les qualifications en ligne via notre forum et nos classements Elo. Et pour tout un tas de raisons, ça a jamais vraiment marché, mais t'as une boîte en Allemagne qui a persévéré, qui s'appelle l'ESL, et qui, je crois que ça s'est fait racheter 80 ou 90 millions d'euros il y a pas très longtemps, donc il y a des gens qui ont tenu 15 ans et qui sont devenus des gros business. Voilà. Et nous, à un moment donné, on s'est séparés avec mes associés. La boîte rapportait pas grand chose. Et moi, j'ai repris mes études à ce moment-là. Je crois que j'ai passé mon bac. Et ensuite, effectivement, j'ai fait des études littéraires parce que c'était plutôt ma formation, enfin mon goût perso. Et j'ai fait ensuite de ça, le CELSA, qui est une école de marketing, communication et journalisme, qui est à Levallois. Et voilà, j'ai bossé pour des boîtes en parallèle de mes études. Et c'est avec mon stage de fin d'études que je suis parti aux US. D'accord. Donc la morale, c'est que t'avais une bonne idée, mais qu'il aurait fallu persévérer, mais peut-être un peu trop longtemps en fait, persévérer ou entre tournant, tu te dis pas. Je sais pas. Enfin, ça semblait. Il y a plein de marchés qui ont démarré, qui ont eu des gros moments de pause et qui sont repartis. Si tu regardes l'histoire d'internet sur les 15 dernières années, t'as quand même beaucoup de boîtes. Enfin, tu vois, Amazon, il y avait une boîte en 99 qui faisait ce qu'il faisait. Uber, il y a pas mal de boîtes qui ont essayé de faire ça en fait dans les années 2000-2001, mais il y avait pas de marché, il y avait pas de smartphone, enfin ça fonctionnait pas. Shazam, c'est une boîte qui a végété pendant 10 ans, qui était d'abord un algorithme pur et dur avec un client desktop, donc sur ordinateur, et qui a vraiment explosé 11 ans après quand les mobiles sont arrivés. C'est pour ça d'ailleurs que leur app est toujours aussi pourrie. Enfin, elle marche, mais tout le reste est un peu nul. Parce que c'est une startup qui est très vieille, qui a presque 15 ans et qui a pas du tout l'ADN justement mobile, mais qui a explosé parce que donc il y a plein de boîtes qui ont eu des histoires comme ça, soit qu'on tenu avec 3 bouts de ficelle et qu'on finit par exploser, soit qu'on crevait, soit des gens ont repris des idées existantes du passé et se sont dit ah là le timing est bon. Donc ça c'est assez classique en fait. Et donc sur mon business, moi j'avais d'autres choses à faire, d'autres aventures à vivre et donc j'ai pas persévéré, j'étais pas non plus tu mûris les jeux vidéo. En fait, tu découvres les filles quand à un moment donné aussi. Donc les jeux vidéo, tu les mets un peu de côté. Donc voilà, c'était pas non plus. C'était pas la boîte de ma vie, quoi. Et justement, quand t'as 17 ans, donc quoi, je vais balancer ton âge. Je suis désolé, mais quelle année à peu près t'as créé ta boîte
J'étais 32 ans, donc dans les débuts de 2000 ou quelque chose comme ça. 2003, 2006, 2004, comme ça. Et en fait, quand t'as 17 ans que tu crées ta boîte autour de toi, tu perds tes potes, il se passe quoi en fait? Enfin, je veux dire, t'es vu comme un ovni. En plus, t'es pas aussi à la mode de créer une boîte en 2003. Non, on n'était pas du tout à la mode. Alors, j'avais de toute façon pas trop de potes à ce moment-là de ma vie pour une raison simple, c'est que j'avais grandi sur l'île de Ré où j'ai habité 11 ans. Et en fait, plus ou moins au moment où j'ai monté pour cette boîte, j'ai fait ma crise d'adolescence et je me suis cassé de chez moi. Je suis arrivé à Paris, je crois, à 18 ans, à 19 ans après mon bac, dans la 2e ou 3e année de création de vie de cette boîte. Et donc à Paris, je connaissais personne, j'avais pas de potes, donc j'avais tout mon temps pour me dédier à mon projet et faire que ça en fait. Donc plus tard, dans une autre boîte, je m'étais fait des potes entre-temps. Et oui, je me rappelle d'avoir connu deux fois dans mon parcours des moments où t'as un pote qui t'appelle et qui te dit là tu déconnes, on t'a pas vu depuis 6 mois, t'as complètement changé de personnalité, tu parles que de trucs qui nous font chier, redescends sur terre parce que sinon tu vas vraiment perdre tous tes potes. Ah, c'est commun, ouais. Donc ouais. j'ai eu ces moments-là, mais plus tard sur d'autres aventures, pas sur celle-là. D'accord. Ouais, non, mais je pense qu'il y a un passage comme ça dans toute la vie d'entrepreneur. Ouais. Que ce soit avec tes potes, ta femme, tes enfants, c'est assez classique. Ouais. C'est comme dans le triathlon, mais vaut mieux le faire pour l'entreprise. D'accord. Et donc après le CELSA, t'as recommencé, en fait. En fait, après cette boîte, j'ai repris des études. Là, en parallèle de ça, donc j'ai fait un master de lettres modernes. Et ensuite, CELSA. J'ai pas fini le CELSA. D'accord. Je devais être sous l'influence des mythes de la Silicon Valley, donc j'ai drop out, comme on dit. En fait, j'ai bossé en parallèle de ces études-là pour subsister pour pas mal de boîtes. D'accord. J'ai fait beaucoup de freelance pendant longtemps pour Kindo.com, qui était un réseau social familial basé à Londres, financé par Index Ventures. Tu fais quoi pour Kindo? Je faisais du country management France. Je les aidais à lancer en France. On a fait toute une série de trucs, des RP, du marketing, de la localisation. Enfin, j'étais leur homme à tout faire en France. De la trad à... Tu vois, j'avais 21 ans, ils me payaient pas trop mal. Enfin, je faisais ça depuis les salles de classe de la Sorbonne, CELSA, donc ça allait. J'ai bossé pour 1, 2, 3 People après ça. Ouais. Racheté par Page Jaune plus tard. Si tu connais, c'est que t'es vieux, c'est ça? Ouais. J'exagère. Qui était vraiment une boîte qui avait aucune mission, qui était un pur produit écran qui prenait des millions de prénoms et des millions de noms de familles et qui les mélangeait entre eux au pif et qui créait des pages sur Google au pif en attendant que les gens, s'ils existaient vraiment, tapent leur nom, tombent sur ces pages-là, indiquent à Google quelles étaient des pages existantes correspondaient, donc elles remontaient en OD. Donc à une époque, tu tapais ton nom, t'avais 1, 2, 3 people sur les 10 premiers résultats, et puis après t'avais le reste. Et puis après, il y a eu, je crois qu'ils se sont fait corriger avec Panda, ou je sais plus quelle correction d'algorithme Google, et la boîte a perdu 80% de son trafic. Et ça, c'était après que Page Jaune les rachète, donc je crois que ça a un peu couiné. La dépendance au GAFA, quoi. Ouais, exactement, que je connais bien le sujet. Et bref, donc j'ai bossé pour cette boîte-là, et après j'ai eu une chance formidable sur mon stage de fin d'études du CELSA, enfin de dernière année. J'ai bossé pour une boîte géniale, créée par des mecs géniaux qui s'appelait Virtuose, qui était un des pionniers de l'intelligence artificielle appliquée au marketing en France, monté par Alexandre Lebrun, Laurent Landowski, Calix Cauchois et Pascal Lévy-Garbois, et qui développait des agents intelligents. Donc tu pouvais on développait ces petites technos que tu mettais sur les sites web et qui en gros géraient le CRM en répondant de manière intelligente. Donc, c'était une boîte qui faisait des bots, donc la fameuse mode aujourd'hui les bots conversationnels. Les bots conversationnels, ouais. Eux ils faisaient ça il y a 10 ans, mais en mode B2B, donc on déployait des bots chez eBay sur les sites. Et ça marchait bien, je veux dire. L'expérience était à l'époque aussi décevante qu'elle l'est aujourd'hui, mais en B2B, ça te permettait quand même de faire chuter tes taux de customer support de 60-70%, donc ça évitait d'avoir à rerouter sur des call centers ou sur des solutions de customer support par email, et ça réglait tous les problèmes de merde de j'ai perdu un password avec 10 fautes dans la phrase, aide-moi, comment est-ce que mon colis, quand est-ce qu'il va arriver, enfin tous les petits problèmes qui pour beaucoup d'internautes sont des gros problèmes, ça les réglait pas mal. D'accord. Et donc
j'ai bossé 1 an pour ces mecs-là. J'étais encore assez jeune, je dois avoir 24, 25 à ce moment-là. Et donc, c'est eux qui m'ont en fait beaucoup poussé. À la fin de mon stage, ils m'ont dit, écoute, tu t'as l'air de comprendre un petit peu tout ça, mais là, si tu veux vraiment essayer de devenir bon, il faut que tu partes aux US, parce que j'hésitais à faire un truc. J'avais un truc je pouvais aller bosser, je crois, chez Google à Dublin ou chez Microsoft à Issy-les-Moulineaux. Enfin, j'étais pris pour des stages et ils m'ont dit, laisse tomber tout ça. Que des destinations de rêve. Ouais. Dublin, non, mais à l'époque, pour moi, c'était les boîtes qui me faisaient rêver. Je parle pas des boîtes, je parle des villes. Oui, ouais, non, mais les boîtes et les villes, quoi. C'est des boîtes ça me faisait rêver et ils m'ont dit, laisse tomber, il faut absolument que tu ailles aux US. Voilà. Donc, je me suis mis en 4 pour trouver un stage là-bas. J'ai réussi et j'y suis allé et j'y suis resté presque 2 ans. Et c'est là où j'ai monté ce qu'allait devenir App Gratis. D'accord. Et donc c'était le premier nom, c'était pas App Gratis. Ouais, c'était alors ça a commencé si je te fais le step by step, c'est une histoire trop longue. Ouais, faut pas alors à tout le monde c'est là où commence l'histoire incroyable de Simon Davlat. Donc il faut non, le showman. J'exagère. Oh, le mec me fait un roulement de tambour. À peine, roulement de tambour. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je bossais à San Francisco pour une agence de marketing qui avait un gros client dans la vallée. Donc, j'alternais entre les deux. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à monter un petit projet avec des potes. Donc, j'ai commencé à dire à l'agence que j'étais chez le client et au client que j'étais à l'agence. Et en fait, j'étais chez moi et je bossais sur mon truc. Je faisais des calls tous les matins parce qu'aux US, c'était avant Slack. Donc, tu pouvais t'en sortir par email et en étant présent sur Skype et en faisant un call de temps en temps, ils pouvaient croire que tu bossais. En fait, je bossais plus trop, mais je m'étais fait pote avec 2-3 mecs, et dont un qui bossait chez Apple dans l'équipe qui développait le SDK, enfin ce qu'allait devenir le SDK. Et donc il m'avait dit le SDK qui permet donc le SDK c'est l'environnement qui permet aux gens de créer des applications et de les uploader sur l'App Store. Il y avait pas encore vraiment Google Play à l'époque. C'était Dodgeball et ça avait pas encore été racheté. Dodgeball, ouais, je sais pas. Là, il devient trop technique. Ouais. Et bref, et donc ce pote-là nous avait dit, ce truc-là va sortir sur l'iPhone et tu pourras créer ton site web, mais en fait sur l'iPhone, ça s'appellera une application et il y aura des opportunités de business. Donc regarde. Donc on a regardé et on s'est mis à coder une première app qui était vraiment officielle, je veux dire, où c'était. Je crois qu'on avait même pas ça. On avait une version craquée du SDK qui tournait. Qui était vraiment un truc, on savait même pas moi je me rappelle d'avoir fait des barcamps à San Francisco avec des mecs qui te montraient leurs applications, qui étaient des vraies apps de merde, tu vois, des espèces de Pong avec, ça faisait rien, mais ça affichait une lumière où ça faisait un bruit de paix et t'avais des mecs qui valaient des dizaines de millions d'euros qui se penchaient sur le truc avec circonspection, ça m'a l'air vachement intéressant, c'était vraiment la folie, quoi. L'année d'avant, il y avait eu toutes les apps sur Facebook où des mecs étaient devenus millionnaires en faisant des trucs, des apps genre, achète tes potes en tant que animal de domestique, enfin tu vois, buy my friends, c'était vraiment la folie cette époque-là. Et donc nous on s'était dit la folie on veut en faire partie. Donc on avait commencé à développer un jeu qui a jamais vraiment vu le jour. Fin 2008, il y a eu la crise des subprimes. La boîte qui m'employait m'a licencié, il m'a dit t'as une semaine pour te casser. Donc mon visa a pas été renouvelé, je me suis retrouvé avec 2 semaines pour quitter les États-Unis. Donc moi j'avais ma vie là-bas, j'habitais sur une péniche dans le port de San Francisco. J'avais ma bagnole, ma planche de surf, j'allais à Burning Man, enfin c'était génial, j'avais une vie au top. Et donc j'ai dû rentrer précipitamment à Paris, ce que j'ai fait. Et de là... Comment c'est la déprime? Alors, une sorte de déprime, parce que je suis rentré en plein hiver, j'étais une fois de plus dans ma vie un peu seul. Oh, le drame. Tout le réseau, pas d'amis, tout le réseau de San Francisco que j'avais commencé à me créer était aux États-Unis. Donc à Paris, je connaissais personne. À nouveau, donc il a fallu rebosser. Et non, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à San Francisco, j'avais monté cette boîte-là dans les bureaux de Fabien Novel, là-bas, qui s'appelle, parce que leur bureau, leur coworking space s'appelle Paris Soma. Et j'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là, Louis Bonsoir Montaigne, à Stéphane, qu'on espère inviter dans ce podcast bientôt. Et notamment, un mec que j'adore et qui est effectivement passionnant et très intelligent, et très, très habile, qui s'appelle Stéphane Distinguin, qui m'a proposé un petit job en rentrant, qui était de coacher des mecs chez lui, chez Fabien Novel, à l'agilité, à plein de trucs qui pensaient que j'avais ramené de San Francisco, que j'avais pas forcément, mais bon, je me suis empressé d'essayer de filer un peu de billes à ces mecs, et ça a duré, je crois. Et il m'a prêté un petit bureau, boulevard Sébastopol, dans leurs anciens bureaux. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite j'ai lancé un blog sur les applications que j'ai développé entre chez lui et la cantine. Ce blog est devenu un concept de newsletter qu'on a appelé App Gratuite, qui ensuite est devenu un concept de promotion d'application un peu comme un groupon, App Gratis. Tu dis mais t'étais pas tout seul, non?
Ouais, non, je dis on pour me donner du courage, mais c'est vrai que j'étais un peu seul, ouais, à cette époque-là. Et je me suis associé sur le tard, ouais. J'ai un parcours de solo founder, qui est un peu atypique parce que, qui est un peu à contre-courant de la doxa sur il faut être 2 ou 3 et s'associer et machin. Moi, j'ai été seul pendant très longtemps, donc ça m'a avantages et inconvénients, qu'on pourra détailler si tu veux, mais ouais, j'ai été solo pendant presque 1 an et demi avant de m'associer avec un premier mec. Et donc à l'époque, moi je t'ai rencontré à ce moment-là, je pense. J'ai le souvenir d'un petit déj dans un bar hôtel près de Saint-Lazare. Mais c'était Philippe Chessinski, mon associé de l'époque, qui nous a mis en relation. Toi, à l'époque, tu pushais des mails. Au début, au tout début, c'était juste, j'ai rêvé, ou c'était juste tu t'envoyais l'application du jour sans monétisation. Alors, il y a toujours eu de la monétisation. Alors oui, dans les fameux mythes de la Silicon Valley, il y a Craigslist qui est le bon coin américain, qui a commencé, le mec Craig Newmark a, paraît-il, commencé à envoyer un mail par jour à ses 30 potes en leur disant j'ai une chaise à filer, j'ai un truc qui traîne, venez me débarrasser, et vous-même répondez au mail avec tout le monde en copie en disant ce que vous voulez vendre. Et ça a donné Craigslist qui est ensuite devenu un site. Et donc moi j'ai commencé à gratis comme ça en envoyant, j'ai chopé les mails de tous mes potes, j'ai contacté 3-4 développeurs d'applications avec qui j'étais en contact déjà avec mon blog, et je leur ai dit je fais un truc nouveau, je vais faire un truc où les apps payantes seront gratos pour une journée. Ça va s'appeler App Gratuite. Est-ce que tu veux participer au truc? Et je vais envoyer ça à 100, 200, 500, peut-être 1000 personnes. Et ça sera pas de pognon, mais. Et les 1000 personnes, c'était qui? Comment tu commences? Tu scrapes un peu? Il y avait les abonnés de mon blog. Non. Il y avait les abonnés de mon blog, il y avait mes potes. Tout ce que t'as trouvé. Le truc passé gratos t'avais des apps cool qui coûtaient 2-3 balles et qui étaient gratos, donc, je sais pas, il y a plein de blogs qui ont fait des articles. D'accord. Donc c'est monté vite. C'est cool, allez voir. Enfin voilà, c'était pas des millions de mecs, mais ça a commencé comme ça, ouais, quelques milliers de mecs. Et donc en gros, le truc c'est que tu disais au début, un mec qui développe une app qui est payante, tu lui dis passe-la gratuite. Lui, son intérêt c'est de remonter potentiellement dans les algos de l'App Store. Il y avait même pas cette dynamique véritablement là à l'époque. Ensuite, c'est devenu la course effectivement aux algos et à qui serait top one. À l'époque, c'était vraiment c'était Groupon, quoi. C'est-à-dire qu'on envoyait, le mec avait un pic de 100, 200, 500, 1000 téléchargements. Toi, tu gagnais rien. Bah, au tout début, non. On l'a fait pendant très longtemps. Enfin, je l'ai fait pendant très longtemps sans gagner grand-chose. Et puis après, on a eu 10, 15 000 abonnés. Et là, on a commencé à demander à des mecs est-ce que vous voulez payer pour être mis en avant. Et les mecs qui nous ont dit est-ce que je peux payer pour être mis en avant. On a des mecs on s'est battu pour faire payer des mecs 200, 300 euros pour le passage sur App Gratuite. Enfin, ouais, j'ai commencé à essayer de faire un peu de cash. Le blog à côté faisait un peu d'argent en publicité. D'accord. Donc, assez rapidement, je suis arrivé à un stade où, ouais, je gagnais, je sais pas, moi, entre 5 et 10 000 balles par mois, avec cette petite activité-là qui m'a permis de démarrer, ouais. Alors, attends, parce que là, tu le dis en toute logique, cette idée, mais en fait, l'idée d'où elle vient au début. Tu commences un blog, tu le fais un petit peu parce que tu découvres une nouvelle activité, il y a un truc qui émerge, tu veux informer tes potes et les gens autour, créer une communauté. Au début, ça te rapporte rien. Et quoi, tu te dis déjà que peut-être qu'il y a un business derrière, ou alors comment t'en arrives à découvrir un jour où tu te dis bon là ça va devenir un business, on va pouvoir en faire quelque chose. Ouais, alors le cheminement intellectuel de ça, il est le suivant. En fait, le blog marchait pas mal. Le blog, pendant 1 an et demi, il a fait que prendre de l'audience tous les mois au fur et à mesure qu'on publiait des articles et qu'il y avait du trafic. Donc, en fait, assez rapidement, on s'est mis à vendre des petites bannières, des rhabillages de homepage, des petites opérations sur le blog. Et en fait, très rapidement, on a atteint une sorte de plafond de verre où, en fait, les mecs voulaient plus de downloads, de téléchargement de leur app. Ils en voulaient le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Et en fait, assez vite, j'ai vu que l'audience du blog permettrait jamais d'assouvir l'appétit insatiable d'un marché publicitaire quel qu'il soit. Le mien était en l'occurrence sur des applications mobiles. Quand tu commençais à vendre des téléchargements, les mecs en voulaient toujours plus. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux créer d'autre que mon blog, qui puisse avoir des effets de levier plus importants, et en fait satisfaire cet appétit-là de visibilité que tous les mecs avaient, parce que l'App Store était
déjà à l'époque mal branlé, c'était compliqué d'avoir de la visibilité, c'était pas dans les charts, il se passait rien. Et donc j'ai réfléchi à plein de modèles. Heureusement, j'ai pas fait ceux que j'avais en tête parce que j'avais aussi réfléchi à des trucs hyper techniques, complexes et farfelus qui auraient à mon avis pas marché. Et je me suis dit je vais faire ce truc-là de une app un jour. Il y avait à l'époque pas mal de modèles qui marchaient quand même bien sur de business qui marchait bien sur ce modèle. T'avais Groupon aux États-Unis c'était l'époque où ils étaient la darling de la Silicon Valley, où la boîte était valorisée je sais plus combien de milliards et vraiment tout le monde pensait que ça allait être le futur de l'advertisement transactionnel local. Donc c'était très fort comme influence. À l'époque, t'avais Fanny qui avait lancé My Little Paris et qui cartonnait déjà à l'époque sur un modèle de newsletter quotidienne qui marchait un peu comme moi, c'est-à-dire que le lundi, il y avait un vrai bon plan et le mardi, t'avais une grosse OPSP pour Dior avec du rédactionnel et elle facturait ça une blinde. Et donc je m'étais dit pourquoi pas moi. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'après on s'est vu avec Fanny et ça l'a inspiré pour un modèle de promotion d'application qu'elle a appelé My Little App. Il y avait vente privée, mine de rien, qui d'ailleurs à un moment donné a essayé de se lancer dans la promotion d'application. Là pour le coup en nous copiant très directement, mais c'était de bonne guerre parce qu'on s'était nous inspiré du modèle éditorialisé de vente privée avec un jour une vente, un bon plan. Donc tous ces modèles-là étaient pas neufs. Moi j'ai juste finalement profité de la verticale sur laquelle j'étais et je me suis inspiré des bons trucs pour faire un modèle à ma sauce sur les applications et ça a plutôt bien marché. Et donc c'est là où tu t'es associé ou moi j'ai un souvenir en fait j'ai un souvenir où tu gagnais beaucoup plus que 5 où on parlait, t'as toujours été assez libre. Alors on peut en parler un peu, je sais pas à cette époque-là, après c'est passé autrement, mais où t'étais tout seul et c'était beaucoup plus que 5 à 10 000 euros par mois. Il me semblait que c'était plutôt 5 à 10 000 euros par push d'app. Ouais. Alors ce qui s'est passé dans l'aventure, c'est que la newsletter a bien marché pendant plus d'1 an. C'est d'ailleurs presque 1 an et demi. C'était la bonne époque dont tu parlais tout à l'heure où je pouvais bosser seul, je bossais d'où je voulais, donc j'ai bossé sur mon truc pendant 3 mois à New York, après j'étais 3 mois à Bali, après j'étais 5 mois chez mes parents à l'île de Ré, je bossais depuis ma chambre d'adolescent, enfin c'était top. Pour contextualiser, moi, dans ce modèle quand même que je trouvais assez faramineux, fantastique. Alors t'étais ce qu'on appelle un digital nomade en fait. Moi j'adore. Non mais moi j'ai rêvé. Les gros buzzwords. J'ai absolument rêvé d'être un digital nomade. Je trouve que moi par moment, mais je crois qu'on en avait parlé à un moment là-bas où tu te posais la question de grossir ou de rester comme ça et voilà, mais je pense que c'est assez fantastique aussi. Mais moi j'ai ce souvenir de t'avoir, en fait le modèle était assez bon parce qu'en plus quand t'étais loin, t'avais probablement plusieurs personnes comme moi. Moi, il y a des moments, j'avais quelques contacts dans les médias. Ils avaient des vraies problématiques d'app. Ils développaient des apps qui leur coûtaient 150 000 euros. Et puis derrière, ils avaient 3 000 téléchargements ou 5 000. Puis moi, je leur disais, si tu veux, j'ai une solution pour te faire. Tu vas me dire combien, j'en sais rien, mais combien tu faisais de téléchargements sur une app d'une radio nationale? Alors, en fait pour te refaire la genèse exacte de tout ce qui s'est passé. En gros, pendant 1 an et demi, la newsletter a pas trop mal marché, mais on n'arrivait pas à grossir suffisamment vite, en fait. Donc, on s'est retrouvé. Enfin, je me suis retrouvé. Il arrive pas à dire. Non, parce que c'est important d'être inclusif a posteriori, mais parce qu'après il y a plein de gens qui m'ont rejoint et qu'on fait aussi l'aventure. Mais on s'est retrouvé 1 an et demi après dans la même position qui était la newsletter, ça marche mieux que le blog pour faire du trafic pour les annonceurs, mais c'est toujours pas énorme. Tu vois, on n'arrive toujours pas à envoyer la sauce, quoi, en gros. Et les annonceurs nous harcelaient à ce moment-là pour qu'on envoie la sauce. Et en fait, ce qui a vraiment été le déclencheur d'App Gratis, c'est quand on a lancé l'application dédiée au service. C'est-à-dire qu'on a passé un été avec un mec qui s'appelait Eric Dessat à développer la toute première version de l'application App Gratuite. iPhone, donc? Ou les deux? iPhone uniquement. On a été sur iPhone only pendant très longtemps. Ouais. Elle a fini par être acceptée dans l'App Store, si je dis pas de conneries, en août 2010. Et on l'a lancé en septembre 2010. Et en fait, là, ça a été une sorte d'énorme carton parce qu'on l'a envoyé comme l'application du jour auprès de tous les abonnés de la newsletter. Il y en a eu suffisamment qui l'ont téléchargée pour qu'elle monte première de l'App Store. Et comme le concept à l'époque était hyper innovant, elle y est restée pendant presque 3 semaines. Et là, on est passé de 20 000 abonnés à presque 400 000 en l'espace en moins d'1 mois, en gros. Et tout d'un coup,
les campagnes qu'on faisait. Juste, faisons pause 2 secondes, on revient sur après, mais il se passe quoi dans ta tête? Tu t'attendais pas à autant, si? Quand tu passes de 20 000 abonnés à ta newsletter à 400 000 bonhommes et bonnes femmes qui ont téléchargé tu pètes une pile, Ouais, alors t'as un effet euphorisant indéniable au début, ça c'est assez agréable. Mais en fait, ce qui s'est quand même passé, c'est moi j'ai attendu 4-5 mois avant de voir si le truc allait tenir. Parce qu'en fait, les campagnes qu'on vendait 500 balles, effectivement, et qui faisaient 500 téléchargements, tout d'un coup, elles en faisaient entre 5 000 et 10 000, 20 000, 30 000. Donc, on arrivait tout d'un coup à demander des budgets beaucoup plus conséquents. Même si on vendait encore peu cher, tout d'un coup, on a eu suffisamment d'argent pour se mettre peut-être à embaucher des gens. Et à rêver de faire grossir la boîte. Et là, tu dis mais t'étais toujours tout seul? Non, là, j'avais des gens des freelances, j'avais des stagiaires sur la D'accord. partie rédactionnelle. Là, on était déjà 5-6. Mais il y avait personne en CDI, tout le monde était je payais tout le monde en freelance. D'accord. Et je me salariais pas, et je crois que j'ai d'ailleurs créé la boîte officiellement à ce moment-là. Mais donc on a attendu 3-4 mois pour voir si le soufflet allait pas retomber en fait. Est-ce que les gens restaient accros au concept, ou est-ce que c'était un truc d'un jour et ça allait les faire chier? Donc pendant 4-5 mois, on a bien suivi les stats, les clics, les machins pour voir si ça tenait. Et puis on a vu que ça tenait, et que les gens continuaient à télécharger l'application, et qu'une fois qu'ils l'avaient, ils s'abonnaient au push, évidemment, et qu'on leur envoyait un push tous les matins, et qu'ils continuaient à télécharger, et que tout ça grossissait. Et là, on s'est dit, bingo, on y va. Et il y avait un mec qui s'appelait Sylvain, qui avait commencé à bosser pour moi en tant que freelance, que j'ai fini par embaucher en CDI, qui est devenu mon associé directeur technique d'AppGratis, et à qui j'ai, d'ailleurs un peu sous la contrainte, forcé à acheter des parts de la boîte en lui disant tu rejoins une aventure, c'est un commitment, tu peux pas être juste un employé, il faut que tu sois associé. Et donc je lui ai fait pour le coup un prix très préférentiel pour acheter une partie de la boîte à ce moment-là. Et donc là, tout d'un coup, j'ai eu un associé. Tu l'as forcé avec un fusil sur la tempe à devenir associé, quasiment. Ouais. Et donc en 2010, sur le dernier quarter, je crois qu'on avait fait 300 000 euros de CA. Je crois ma mémoire parfois me joue des tours, mais en 2011, je crois qu'on a fait 1,2 million. En 2012, je crois qu'on a fait genre 7 millions. Et en 2013, vertigineux, quoi. Avant de se faire shooter par Apple, on était sur un run rate qui normalement nous amenait entre 25 et 30 millions d'euros de CA pour l'extrapolation des 4 premiers mois qui nous ont amené au 5 avril, date à laquelle... Et ce qui était fou pour replacer, parce que nous on s'était connus, je pense en 2009, où voilà, on se croisait, voilà, et moi j'ai quitté Citizenside en tout début 2011, et après je voyais beaucoup de médias, je faisais du conseil, des différentes personnes qui cherchaient des moyens, et en fait je me souviens à l'époque que tu vendais le push 10 000 euros, et tu reversais 15% à tes apporteurs d'affaires. Je crois qu'on l'a fait uniquement avec des mecs qu'on aimait vraiment beaucoup, genre toi et peut-être un ou deux autres potes, non? D'accord. Je sais plus. On avait fait un deal comme ça ou pas? Ouais. Oui, moi j'ai toujours apprécié, c'est vrai, apprécier ça chez toi, c'est que même aujourd'hui t'as toujours un follow-up, en tout cas pas forcément d'argent, mais t'es toujours au moins reconnaissant auprès des gens. Récemment tu m'as offert un déj parce que je t'avais fait une mise en relation ou des choses comme ça. Et je veux dire, en tout cas, cette approche pour moi, elle était assez bonne. C'est-à-dire que moi, j'allais voir des clients, je leur disais, j'ai une super solution pour 10 000 euros, tu vas faire 30, 40, 50 000 downloads. Le mec était ravi. Toi, t'étais ravi parce qu'il y a un mec qui est arrivé qui disait, ok, c'est bon, j'y vais. J'étais ravi. Et moi, j'étais ravi. Et c'est vrai que c'était assez, et toi, t'étais à Bali. Et là, moi, j'étais un peu vénère. J'étais un peu moins ravi. Mais, écoute, je pense que toi, t'es un très bon exemple, je trouve, de ça, parce que tu mélanges des vraies qualités, je trouve, relationnelles et commerciales qui sont assez rares chez les entrepreneurs en France. Et tu le fais avec, tu vois, une vraie bonne humeur, un esprit très positif qui est finalement assez rare parce que les gens en France trouvent que l'argent c'est sale. Moi, je conseille pas mal d'entrepreneurs qui ont du mal à faire du commercial, à aller vendre leur cam, et à créer un vrai business où ils achètent un et où ils vendent deux. Ça, c'est pas trop dans la culture. Donc, les gens qui le font bien et avec style, c'est rare et appréciable. Mais attends, parce que malgré tout, le succès et la beauté du modèle au début, c'est que toi, t'as quasiment pas eu besoin de vendre. C'est les annonceurs qui venaient, et peut-être tout au début, mais après les annonceurs venaient. Ça, c'est quand même assez rare quand t'as un blog de dire on veut plus. Donne-nous. Désolé les gars, je suis au max du téléchargement pour le moment. Là où après tu cherches des solutions pour faire grossir, mais ça prend dès le début, non?
C'est pas tout à fait aussi simple. Parce qu'en fait, avant que ça tombe tout cru, j'avais quand même énormément c'est-à-dire que ça m'a semblé beaucoup plus dur à un moment de ma vie de convaincre des développeurs de payer 500 balles pour une mise en avant qu'elle allait leur rapporter 300 downloads que d'aller convaincre Zynga ou Groupon de faire des campagnes à 100 000 € la journée parce qu'on avait le trafic pour le faire en fait. Mais en fait, les premières rebuffades et les premières humiliations et les négos les plus durs de ta vie, t'y coupes pas, quoi. C'est juste que elles arrivent à un moment donné où ton service n'existe pas, personne te connaît, et elles sont pas glorieuses, ces négos-là, mais elles sont vraiment dures. Et si tu fais bien ton taf, et bah, plus tard, si ta boîte devient connue, t'as effectivement la chance d'avoir plus d'entrants. Mais ça n'en reste pas moins difficile, c'est juste d'autres types de négo, tu vois. Après, on est allé faire des deals aux US sur des commitments de plusieurs millions d'euros à l'année d'investissement chez Zynga, et il fallait quand même se taper, on avait beau être connus et être les stars de la promotion d'application, il fallait quand même se taper 6 meetings, des propals à n'en plus finir, des audits techniques, juridiques pour avoir ces contrats-là. Donc il y a pas vraiment de vente, il y a jamais vraiment de vente facile, quoi. Et sachant qu'on passe un peu vite dessus, mais il y a quand même au début 100 jours ou 200 jours ou je sais pas, où tu t'écris tous les jours des trucs où tu gagnes pas de pognon, ou cette espèce de persévérance du blogueur ou du mec qui envoie ses newsletters à 100 personnes, 1000 personnes, ou toi t'es vraiment pas passé par là, t'as pas souvenir de la même manière que dans ta vie d'entrepreneur, tu dois le savoir, il y a des moments où tu t'isoles de tous tes potes, il y a des moments où généralement tu bosses aussi un peu au détriment de ta santé. Ouais. Donc ça, je l'ai eu 1 ou 2 fois dans ma vie, et à ce moment-là, effectivement, ouais, avant que le truc décolle, c'est vrai que pendant 1 an et demi où il y avait pas beaucoup de traction, pas beaucoup d'annonceurs, et qu'il fallait quand même pondre un truc tous les jours au risque de décevoir les peu de gens qui nous suivaient, je me suis imposé des rythmes qui étaient assez violents. C'était réveil 5 du mat, c'était rédaction de l'édito, ça partait à 7 heures, après je me faisais un petit déj, après j'allais appeler des mecs cold calling pour avoir leurs apps pour le lendemain. Dans l'après-midi, j'essayais d'embaucher des stagiaires à pas trop cher pour faire du rédactionnel, j'essayais de me trouver des bureaux, j'essayais de rencontrer des mecs parce que moi j'étais vraiment un newbie à l'époque, donc qui pouvaient me conseiller sur ce que c'était d'être entrepreneur, et il fallait recommencer ça tous les jours de la semaine, samedi et dimanche inclus. Et au bout d'1 an et demi, quand en plus de ça ton business décolle et qu'il faut structurer, incorporer, voir des avocats, des comptables, des banquiers, trouver des bureaux, là j'ai un peu fait une sorte de micro burn-out, ouais, en 2011. Donc j'ai dû prendre, tu vois, un tout petit peu de temps off pour redescendre, puis y retourner et comprendre que de toute façon ce serait ça pendant longtemps. Mais oui, ça c'est. Et là t'as en plus tous tes potes et ta famille et les gens qui se demandent ce que tu fous, quoi. Parce que non, quand ça décolle, après il y a le côté cool. Non, avant que ça décolle. Quand tu bosses et que tu cravaches, non? Ouais. Enfin, ouais, non. T'as jamais trop vécu ce moment où les gens se disent... J'ai jamais eu les deux. En tout cas, j'ai eu le moment dans ma vie où mes potes se demandaient ce que je foutais, et j'ai eu les moments où ma santé en pâtissait, mais j'ai jamais eu les deux en même temps. Ça va. Ok. Et donc, ouais, et tout ça, c'est parti, fou, donc tu dis 25 millions, ça c'est avant de lever de l'argent? Ton chiffre d'affaires? Non, c'était l'année d'après. En gros, en 2012, on a, fin 2011, on était un peu le leader en France. J'avais l'impression d'avoir beaucoup bossé ces 3 dernières années, et je me suis un tout petit peu assoupi sur mes lauriers en me disant, de toute façon, je suis leader français. Tout va bien, quoi. J'ai réussi dans la vie. Et donc, on n'a pas appuyé sur la pédale d'accélération suffisamment fort, alors que là, le moment était parfait pour le faire. Je me suis un peu complu dans le fait de faire des interviews, de parler de mon concept. Et comme une fleur, sans qu'on s'en rende compte, il y a un mec qui nous a collé un clone en Italie, et qui a pris le marché, mais en 3 semaines, en copiant le modèle d'App Gratis, mais là, pour le coup, pixel pour pixel, en reprenant quasiment nos éditos à nous, en les traduisant en italien. Et il nous a complètement flingué un marché qu'on pensait peut-être essayer de se faire l'année d'après. Donc là, on s'est dit, putain, fuck, c'est pas possible. Et donc, on s'est réveillé, je me suis réveillé, et j'ai dit, cap sur l'international, on va arrêter d'être que en France, et on va pas faire Android parce qu'on n'y croit pas trop, on n'y croyait pas trop à l'époque, mais on va faire tous les pays européens, machin. On reviendra dessus, c'est pas Android dans lequel tu croyais pas, mais c'est le fait à l'époque, c'était vraiment Android, c'était faire du pognon sur Android. À l'époque, fallait vraiment y croire, quoi. Et tous les feedbacks des mecs te disaient, c'est pas terrible. Et donc, là, en fait, à ce moment-là, sur nos propres fonds propres, donc sur le 1,2 million qu'on avait encaissé, on a failli planter la boîte à ce moment-là, parce qu'on s'est mis à investir beaucoup de l'argent qu'on avait dans le lancement de nouveaux pays. Donc, pour lancer les nouveaux pays plus vite qu'en France, on a acheté du média, donc des campagnes d'email, display, de RP pour lancer. App Gratis dans d'autres pays. Et en fait, Quel pays?
On a fait l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Brésil. Et comment tu choisissais tes cibles? Je pense pas qu'on avait à l'époque de méthodologie. Je crois qu'on allait là où le clone n'allait pas, et dans les pays où il nous semblait facile d'aller. On s'est un peu planté en Angleterre. L'Allemagne, ça a bien marché. L'Espagne, ça a été un énorme carton. Le Brésil, ça a été un énorme carton. On a lancé en Russie. On a voulu faire la Chine, le Japon et la Corée. On n'a jamais réussi. Mais enfin, on a quand même réussi à faire une dizaine de pays. Et dupliquer ton modèle comme ça dans d'autres pays? C'était depuis la France? Depuis Paris, ouais. Depuis Paris? Ouais. Ouais. Assez simplement? Plutôt simplement, ouais. Il y a eu une... Prends 2 gus là-bas, et puis tu... Non, on a eu une phase d'1 an et demi de tour de Babel chez AppGratis. C'est-à-dire qu'on avait des gens on est monté, je crois, à quasiment 100 personnes et on avait dans l'équipe éditoriale des gens de, je sais pas, 12, 15 nationalités différentes qui parlaient autant de langues différentes. Donc on a recruté très local parce qu'à Paris, t'as des étudiants du monde entier, donc on prenait des mecs en stage ou en CDD, en CDI, qui venaient faire leurs études et dans des parcours. Ça a l'air cool comme ça, mais moi c'est le moment où je voyais plus Simon parce que tu pensais comme un ouf, je pense. Ouais, 2012-2013 c'était vraiment hyper croissance, donc c'était non-stop, quoi. C'était du matin au soir, week-end compris. Enfin, on n'arrêtait pas, on était toujours d'un côté les serveurs pétaient régulièrement à cause de la charge. Il fallait trouver des deals, il fallait embaucher. Il fallait avoir une équipe, il fallait avoir plus d'annonceurs. Enfin, c'était cool parce que c'était l'hyper-croissance, mais là, moi, je bossais, j'avais plus de vie à côté, quoi. J'arrivais pas à garder une petite amie plus d'un mois parce qu'elle me disait, je te vois jamais. Enfin, c'était l'enfer. À ce moment-là, le mec se marre. L'exemple de Schadenfreude typique, genre. Mais, je sais plus ce qu'on disait. Donc, bref, oui, enfin, pour la petite histoire, on a quand même failli planter la boîte parce qu'on s'est retrouvé avec un impôt société sur le bénéfice, parce qu'en gros, 2011, on fait 300 000, et 2010, on fait 300 000 sur le quarter, et 2011, on fait 1,2 million. Mais comme on se met à embaucher que à partir de mai-juin, que les mecs ont des préavis, donc on a toute une partie de l'équipe qui arrive uniquement à partir de Q3, Q4 cette année-là. Donc on fait un bénéfice, mais phénoménal. Et au moment, sur l'année fiscale 2011, et comme en fait, les mecs arrivent en Q3, donc tout d'un coup on a une équipe de 10, 15, 20 personnes. On se prend le clone, donc on se dit on y va, on fait les pays, on fait l'international. Donc là on sort tout le cash qu'on a pour activer des nouveaux pays et embaucher de nouveaux mecs. Et en fait, comme on est un peu des entrepreneurs, enfin moi, débutant, je réalise pas qu'il y a quand même un gros risque de fonds de roulement parce que c'est le marché de la pub et que en France, les mecs te payent, te disent qu'ils vont te payer à 30 jours, en fait, ils te payent à 60, 90, et parfois à 240 jours. Donc on avait une partie très importante de ce qu'on gagnait qui était encore à l'extérieur et que les mecs payaient pas spontanément. Ça, tout le monde le vit, hein. Et donc, savoir. Ouais. Et donc, je crois qu'en 2011, on se prend un truc comme, genre 400 000 euros d'IS, d'impôt société. Enfin, un montant, tu vois, pour une boîte. Et l'IS ne se paye pas à 240 jours. Et l'IS, je peux te dire que c'est rubis sur l'ongle. Donc, là, mon comptable me fait un warning, genre délirant. Et on passe à quelques dizaines de milliers d'euros du dépôt de bilan. Mais on l'évite. Et donc, du coup, en 2012, sachant que tu stresses pas trop à ce moment-là. Je veux dire, tu passes à côté du dépôt de bilan, mais tu sais que t'as un récurrent énorme. Non, heureusement, tu te dis pas. Oui et non. C'est-à-dire que on passe pas trop loin. On a un business qui est en croissance, qui est hyper rentable. T'as des pays qui te crament. Mais en même temps, on se dit, putain, chaque pays qu'on rajoute, ça nous rajoute du spend marketing qu'on sort rubis sur l'ongle pour attaquer ces pays-là. Et si on veut aller se faire les gros pays, notamment les US, là, on n'aura pas les reins assez solides nous-mêmes, ou en tout cas, ça va prendre trop de temps pour qu'on gagne le cash. Mais comme on est en croissance de dingue tous les mois, on va aller lever de l'argent. Et donc, c'est la combinaison de ce coup de chaud fiscal et de cette ambition tout d'un coup de faire plus de pays dans les gros, qui nous met sur la route pour un gros tour de financement début 2012. D'autant plus quand on fait un mois de décembre 2011 monstrueux, et janvier, février, mars 2012, il y a un creux dans le marché. On a les 3 premiers mois de revenus qui dégueulent depuis bien longtemps, et là on se dit, oh putain, en plus le business, ça va être dur, donc on doit faire un énorme tour de financement pour lever et pouvoir servir l'ambition de la boîte. Et donc là, première levée de fonds de ma vie, levée de fonds cauchemardesque parce que on avait une boîte très atypique, donc on prend un temps monstrueux pour la closer, quasiment 9 mois. Et on finit par closer une levée de fonds en décembre 2012. Sachant que je précise à nos chers auditeurs que 9 mois quand t'es
en levée de fonds et que t'as un business qui est en pleine croissance et que voilà, c'est que c'est-à-dire que là on disait que déjà tu bossais week-end, mais là du coup tu dors moins quoi. Enfin t'en es quasiment là, non? C'est vraiment de la folie, non? Enfin bon, on peut passer là-dessus, mais c'est au moins je voulais au moins le préciser, c'est que la levée de fonds c'est non seulement 9 mois dur, mais en plus ça te prend beaucoup de temps de cerveau, de réflexion. Est-ce que lui est en train d'essayer de me faire ça, de séduire des gens, de passer, enfin ça a rajouté une grosse charge. Ouais. J'en ai pas un très bon souvenir cette levée de fonds. Tout au plus qu'on a essayé de faire les top fonds, qu'on pas vraiment accroché, qu'on a essayé de faire des fonds européens parce qu'on était dans des délires de se dire qu'il faudrait des gens à notre board de plusieurs pays pour être vraiment international. Enfin, on a fait, je crois que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables que tu puisses faire sur une levée de fonds. On l'a commencé trop tard dans l'année, donc on s'est fait péter par l'été qui est arrivé avant qu'on ait des term sheets. Donc les partenaires sont partis en vacances, donc quand ils reviennent un mois et demi après, en septembre. Quoi déjà ton truc? Ta boîte a changé, faut tout leur expliquer. Enfin donc du coup tu refais une deuxième levée de fonds à prime sur la fin d'année et on a fini par closer. Mais tu vois, on a commencé en février, on a closé en décembre quoi. Donc c'était l'enfer. Et donc là tu closes 10 millions. Ouais, on a levé 10 millions d'euros, ouais, avec un mix d'equity et de dette sur un montage qui minimisait un peu la dilution. En combinant de la dette, une boîte qui était très rentable à ce moment-là, et de l'equity pour faire rentrer des fonds. Et sur toutes ces périodes, on va continuer juste après, mais jusque là, parce que les levées de fonds, les gens que je connais les vivent différemment, ouais. Mais entre toute cette période de 2009 à 2014, on est là. Ouais. T'as des grosses périodes d'excitement, t'as le temps de lever la tête, de te dire putain c'est cool, on s'éclate, c'est bien, tu te dis ça tous les jours. Enfin, est-ce que je veux dire, t'as des achievements, des machins, tu t'endors, tu vois ce que je veux dire, tu racontes ça là un peu comme ça, parce qu'évidemment tu l'as déjà raconté ou probablement, mais est-ce que où tu te dis non c'est pas fini, c'est plus loin, c'est machin, c'est il y a forcément toujours des moments de en gros, enfin, il y a un truc dans les startups en général, c'est un truc qui se dit, la croissance, globalement, ça guérit tout. Donc, quand t'as une métrique un peu clé dans ta boîte qui est en croissance non-stop mois après mois, idéalement, le revenu, ce qui était notre cas, t'es sur une sorte de, sauf, tu vois, événement, pépin de vie majeur, t'es sur un nuage, tu te descends pas. Et plus ça dure longtemps et quand un jour t'as une chute tu descends, c'est violent. Mais donc ça moi ça m'a tenu pendant et en plus je faisais jamais euphorique. Ouais, puis j'étais pas dans un délire de école de commerce, business plan, je fais ma boîte, truc. J'étais un passionné et tout d'un coup mon truc il cartonnait et donc j'étais non-stop drivé par cette adrénaline là que je communiquais, je pense à l'époque différemment, mais sans doute mieux peut-être qu'aujourd'hui dans ma boîte actuelle qui est différente, mais où tu vois il y avait un truc de success story. Hyper chanceuse dans le fond, parce qu'on a eu quand même énormément de chance, qui faisait que même si on avait des pépins, tout était réglé, tout était guéri par la croissance. Donc et donc t'arrives à ta levée de fonds et tu te dis pas c'est bon, j'ai fini. Non, tu sais que c'est à une étape pour aller plus loin. Non, enfin oui, ça on savait que c'était pas une fin en soi. Après sur la levée de fonds, on a fait toutes les erreurs du mec qui lève des fonds pour la première fois, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup trop de médias, j'ai été beaucoup trop arrogant, j'aurais dû le gérer tout à fait différemment, j'aurais pas dû être aussi, sur la levée de fonds, je regrette pas mal de choses, non pas de l'avoir faite, mais la manière dont je l'ai médiatisé et de la manière dont finalement ça a rempli 3-4 mois dans l'histoire de la boîte, alors que c'était une milestone comme une autre entre guillemets. Et qu'on n'aurait pas dû, en fait, ça a changé l'ADN de la boîte, ça a changé peut-être les expectations de l'équipe parce qu'elle a été surmédiatisée, donc les gens se sont dit ah bon, maintenant on est VC funded, alors que nous on s'enorgueillissait d'être une boîte autofinancée, ce qu'on avait été pendant 4 ans, ce qui était assez rare, tu vois, une boîte bootstrappée pendant aussi longtemps qui réussit. Donc si c'était à refaire, je peux te dire que je le ferais très différemment, mais quand c'est ta première fois. Et juste une question, pardon Fabrice, en plus tu parles pas beaucoup, alors mais si justement tu avais 3 conseils à donner à une personne qui lève des fonds, par rapport à ce que tu as fait, qu'est-ce que tu ferais différemment ou qu'est-ce que tu ferais? Tu lèves des fonds pour la première fois, tu prends 10 millions, tu fais qu'un seul média ou tu fais pas de média, faut quand même le dire.
Je sais pas si j'ai des bons conseils, c'est toujours très subjectif, enfin, c'est très relatif. Mais même, ils peuvent être subjectifs et relatifs. Mais en tout cas, sur cette levée de fonds, je pense que on l'aurait beaucoup moins si pas du tout médiatisé pendant un certain temps, qui nous aurait permis de remplir différents objectifs stratégiques qu'il fallait qu'on ait à ce moment-là, et dont peut-être la levée de fonds nous a un petit peu divertis. Ouais. Que ce soit en relationnel auprès d'Apple et de Google, que ce soit en structuration d'équipe, en structuration de comité d'advisory, que ce soit en conquête de nouveaux marchés, que ce soit en relation avec nos annonceurs. Et c'est une bataille interne. Enfin, c'est dans ta tête ou tes associés parce que t'étais étourdi par le truc, ou c'est parce que il y a ton fonds d'investissement qui te dit c'est un gros deal pour nous, on veut qu'il soit médiatisé. Il y a toi qui te dit j'ai envie de faire le coq, quoi. J'ai fait une grosse levée de fonds, c'est la première fois. Dans le fond, je rêve un petit peu d'être une star de l'entrepreneuriat, donc je veux que ça se sache, donc je veux faire les échos, une téloche si possible, tu vois. En fait, une fois que c'est devant toi, tu te dis bon, je fais une grosse levée, tous les mecs qui sont tes modèles ont fait des grosses levées, donc t'as envie de te la péter et d'y aller, quoi. Donc je l'ai fait comme ça, en me disant c'est aussi une sorte de parachèvement d'une partie de mon parcours. Je rentre dans un club de mecs qui l'ont fait, je veux que ça se sache, quoi, tu vois. Et quand c'est la première fois, c'est dur de résister à la traite. Ouais, mais c'est limite impossible, quasiment. Limite impossible. Mais je te garantis que si c'était à refaire aujourd'hui, et si ça se refait dans le futur, je le ferais pas du tout comme ça. je dis, moi, j'ai pas levé 10 millions, mais je crois que si je levais 10 millions demain, je ferais un peu le coq, hein, quand même. Et à l'époque, c'était plus compliqué de lever parce que est-ce que aujourd'hui, avec les métriques que t'avais, il y avait du chiffre, il y avait de la croissance, malgré tout, c'est 9 mois pour lever. Est-ce que ça venait de ta personnalité? Tu dis tout à l'heure peut-être que dans les présentations t'étais arrogant, ou est-ce que les mecs se disaient, parce qu'on dit beaucoup que les levées ça se fait aussi sur on parie sur une personnalité, sur une équipe. Alors et pourtant là il y avait du chiffre. Et les mecs, on se dit assez simplement que en regardant le chiffre, les mecs auraient pu mettre tout de suite et auraient pu se battre pour monter au capital. Et finalement, c'est compliqué, quoi. Alors, ouais. Je crois que j'étais jeune et j'étais inconnu, j'avais zéro réseau, et donc on a bossé avec des leveurs et on a fait dans le fond une levée à la papa, quoi. Tu vois, avec le gros deck de 70 slides, le gros business plan à 3, 5, 7 ans avec l'hypothèse conservatrice, l'hypothèse agressive, l'hypothèse X, Y, Z. On n'était pas méga connus dans la sphère VC française. Il y a plein de mecs qui nous ont vus, qui nous ont découvert, donc et qui ont vu les métriques. Les métriques, paradoxalement, elles étaient presque trop bonnes. Donc à raison, elles ont quand même rendu méfiant pas mal de fonds qui ont droppé parce qu'ils disaient cette boîte-là, elle est trop dépendante de son écosystème, elle va trop vite, trop fort, et ça va péter. Donc il y a quand même des mecs qui avaient eu le nez relativement creux. À la fois Facebook, Google, ils vont trop vite. Non, bien sûr. Toujours. Hein. De l'autre côté, t'as eu des fonds beaucoup moins conservateurs qui se sont dit en fait ça c'est ma pépite, c'est mon Instagram, c'est la boîte qui va faire que je vais devenir le fonds star en Europe, c'est mon Skype ou c'est mon Spotify. Donc on a aussi des mecs qui ont été hyper agressifs et hyper compétitifs sur le deal. Comme on était passé par des leveurs, on est allé faire des trucs mais complètement obscurs. Moi je suis allé pitcher des fonds en Écosse et en Belgique, des family office, que les mecs nous avaient dit que peut-être ce serait bien qu'on les ait au capital, donc on s'est fait des trucs, des pertes de temps avec mes associés de l'époque. Enfin, on y repense aujourd'hui, mais comme si c'était des trucs mais ubuesques à faire, mais on les a fait. La boîte elle-même changeait tous les mois de visage, donc on refaisait beaucoup les presses, les decks. On savait pas quel genre d'objet on était véritablement, tu vois. Là, parce qu'on était un site communautaire, est-ce qu'on était une app communautaire, est-ce qu'on était une plateforme marketing, est-ce qu'on allait devenir un réseau publicitaire, qui étaient nos clients, est-ce que c'était les consommateurs ou les annonces. Enfin, on s'est beaucoup cherché pendant tout ce autre chose. Il nous a obligés aussi à nous poser la question de quelle boîte on était, quelle était notre mission. Donc ouais, une fois de plus, il a pris un temps de malade, et je connaissais pas du tout l'environnement des VC, tu vois. C'était pas vraiment l'époque des notes convertibles, donc il fallait faire une grosse augmentation de capital, alors qu'on aurait certainement pu faire aujourd'hui avec les mêmes métriques un truc en trench plus rapide, avec des notes convertibles, des caps, des machins, où on aurait pu très vite prendre non pas 10 mais 2, 3, peut-être plus 5 millions auprès de fonds plus agiles ou de family office ou d'entrepreneurs investisseurs. Enfin, on aurait pu la jouer tout à fait différemment. Aujourd'hui, on la jouerait tout à fait différemment.
Et à cette époque, déjà, t'investissais toi-même dans des entreprises ou pas du tout? J'ai commencé à peu près à ce moment-là, ouais. Parce qu'en fait, j'ai plutôt bien gagné ma vie dans les années où on était autofinancé. La boîte gagnait de l'argent, et quand il restait un peu d'argent à la fin de l'année, on se le versait en dividendes. Chose qu'on a fait jusqu'à ce qu'on se mette à lancer l'international. Là, il dit on, mais cette fois-ci, c'était plusieurs. Hein. Non, non, j'ai fait pas mal de chèques, de dividendes à des associés. Oui, c'est pour ça, je dis on, mais vous étiez plusieurs. Ah oui, on était plusieurs. Là, on se partageait le gâteau, mais comme j'avais créé le truc, j'en avais une plus grosse part, donc j'avais une plus grosse part des dividendes, donc j'ai jamais vendu de boîte ni fait cash out au sens propre, mais j'ai gagné l'argent je me suis versé l'argent que j'ai gagné, une partie en tout cas. Donc le truc un peu paradoxal où toi t'avais déjà investi dans des boîtes, dans des modèles qui te séduisaient, et en même temps t'essayais de séduire des investisseurs, et pourtant sur les deux côtés c'était assez différent. Non? Écoute, non, parce que tu vois, j'ai envoyé un mail à d'autres associés là hier où je reprenais des historiques, et la première boîte dans laquelle j'ai investi, ça s'est fait en décembre 2012. Donc en fait, juste après mon tour de financement, et en fait c'est ça qui m'avait mis pied à l'étrier. Je me suis dit en fait, ça y est, j'ai fait un tour de financement, donc je sais comment ça fonctionne, un pacte, un machin, une cap table, donc j'y vais. Oui, puis ça donne envie un peu, hein, quand même. Je sais pas si ça me brûlait les doigts, mais ça semblait la continuité logique d'investir 10, 15, 20 000 euros, 50 000 euros dans une boîte. C'était quoi la première? Je sais plus, j'ai oublié. D'accord. Et revenons rapidement. Faut qu'on finisse l'histoire dantesque de App Gratis. Tu lèves 10 millions, et là, donc sur un modèle où tu dépends à combien dans ton d'Apple, en gros, combien tes téléchargements fait grâce à ton application, c'est combien de ton business, tu sais à peu près, ou? En tout, on est monté, je crois, à 50 millions de téléchargements en tout sur iPhone et Android. Et jusqu'à avril 2015, c'était 100%, c'était Apple, quoi. 100% de ton business était Apple dépendant. Ouais, 100%. D'accord. Et donc là, il s'est passé donc cette espèce d'événement qui a changé ta vie quand même. Peut-être encore plus que la levée de fonds, du coup. Bah ouais, probable. Tu nous l'expliques, c'était quand? Alors en fait, on avait déjà eu quelques petites démêlés avec les équipes d'Apple qui nous avaient demandé des trucs un peu étranges, de modifier des trucs dans notre application. Enfin, on savait qu'ils étaient assez stricts, et bon, ils avaient toutes ces guidelines policies. Et puis en fait, à un moment donné, je pense qu'on est tout simplement devenu 1, trop gros, 2, trop visible, notamment suite à la levée de fonds. Et en plus, cette levée de fonds, elle avait quand même un objectif principal, c'était de lancer les États-Unis. Chose qu'on a fait en début d'année 2013 avec toute une technologie d'achat média qu'on avait développée qui était hyper rodée à ce moment-là, et qui nous a permis de passer de 0 à 5 millions d'abonnés aux États-Unis en moins d'un mois. Et donc on est arrivé en fait pleine balle sur les radars d'Apple, qui en fait, on l'a réalisé à ce moment, n'avaient jamais entendu parler d'App Gratis de leur vie, parce que les mecs à Cupertino regardent quand même principalement les États-Unis, et puis ensuite un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde, mais ils sont très US-centriques. Et donc en fait, ça c'était aussi une erreur d'arriver trop vite, trop fort sur un marché clé. Et comme on est devenu trop vite, trop gros, trop vite, et que tout d'un coup les campagnes de mise en avant qu'on faisait influençaient sur les classements de l'App Store, et qu'ils avaient pas vraiment la capacité technologique de pondérer avec leurs algorithmes l'impact qu'on avait, ils ont tout simplement décidé de débrancher l'application, et donc de flinguer le business à peu près du jour au lendemain. Comme plein de boîtes se sont fait shooter par les algorithmes de Google, tu vois, sur des Panda & Co, à perdre 80% de trafic en référencement naturel en une nuit. Nous, on a perdu 80%, si ce n'est 100% du nouveau trafic entrant. Et on a perdu notre point d'alimentation qui était l'App Store. Et puis ensuite, de là, tout ça est parti vers... Et ça, tu racontes la violence de l'annonce dans un blog de post, un post de blog, où en fait tu débarques d'un vol au Brésil, c'est ça? Ouais, exactement. J'étais dans le blog post, on avait dit que j'étais en visite dans notre bureau de San Paolo. En réalité, je prenais enfin une semaine de vacances avec ma petite amie de l'époque, donc j'étais sur une plage à Florianopolis.
en train à Floripa. Pour les intimes, je vois alors tu iras peut-être plus jamais, du coup, mais fantastique. Le Brésil m'a toujours porté malchance. À chaque fois que je suis retourné, j'ai eu des emmerdes. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais, comme la Villénie. Quoi? Comme la Villénie. Ouais. Mais donc, bref, je prenais une semaine de vacances, et j'ai pris l'annonce, j'ai eu le coup de fil de Cupertino à ce moment-là. En arrivant sur place à San Paulo, en débarquant, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai vu genre 500 textos et coups de fil en absence et emails. Je me suis dit, putain, mon père est mort, je sais pas, il y a eu un attentat à part. Enfin, c'est l'enfer. Donc j'ai consulté mes textos, j'ai vu que c'était ça. Je suis quand même monté à San Paulo, donc on avait une connexion une demi-heure après. On est quand même allé à Floripa et là-bas. Tu t'y attendais ou pas? Tu te disais qu'il y avait quand même un risque et que tu jouais avec les limites parce que ça grossissait, ou c'était le truc vraiment là tu pars en vacances, tu te dis que c'est gagné et au final. C'est pas que c'est arrivé à ce moment-là. Après, nous on avait aucun faisceau qui te disait. On avait toujours été très clair, si tu veux, avec nos employés, nos investisseurs, nos amis, les médias, tous les gens que c'était un business de plateforme, de la même manière que être un site web, c'est un peu être un business de plateforme. Dans le search de Google, Zynga sur Facebook était devenu une boîte à X milliards en étant juste des apps sur Facebook, et que donc nous on était une énième itération de ces modèles-là sur l'App Store, et que c'était la force et aussi le risque du modèle, et donc on avait décidé de vivre avec, et les gens qui nous avaient rejoints avaient décidé de vivre avec aussi. Donc je m'y attendais, mais je le redoutais pas à ce moment. Enfin, je m'y attendais. Je savais que ça pouvait arriver dans le champ des possibles. Ça faisait partie des trucs que d'ailleurs on aurait dû mieux adresser en développant mieux nos relations avec Apple et Google, surtout Apple, à l'époque. Mais bon, je m'attendais pas à ce que ça m'arrive au moment où, après 3 ans de taf, je prends enfin une semaine de vacances. Ouais, ça c'était un peu le bad beat final. Donc tu fais quoi? Tu restes en vacances? Je suis resté 2 jours au Brésil et je suis rentré aussi sec. Ta meuf t'a largué. Ma meuf m'a largué comme une belle merde en me disant que j'étais vraiment un sale con, de préférer m'occuper de ma boîte que d'elle. Parce qu'elle avait raison, d'ailleurs, j'ai beaucoup regretté. Oui, je pense que c'est quand même compliqué à ce moment-là de s'occuper d'autre chose que j'ai beaucoup regretté que ça se soit passé comme ça, mais bon, parfois la vie te happe dans certains. C'est impossible. Je veux dire, peu importe, je la connais pas, mais peu importe la meuf. Je veux dire, t'es entrepreneur, c'est toute ta vie depuis des années. Tu peux pas faire abstraction de ça et aller à la plage et kiffer, aller nager un 100 mètres dans le truc. C'est pas possible. Non, mais alors, le Brésil, non, mais c'est pas ça. Le Brésil, on est resté 2 jours sur la plage et au 2e jour, j'avais un coup de fil par minute de mes associés, mes investisseurs, mesdames. Tout le monde me disait, bon, là, on a besoin de toi à Paris. Parce que le truc est parti dans les médias, genre, très violemment, c'est-à-dire que c'est sorti sur des blogs anglais le samedi, le dimanche, ça a fait je sais plus quoi, le lundi, c'était en page du Wall Street Journal, et en fait, le truc est devenu un objet médiatique. C'est ça. Au cœur duquel on était. Et donc, tout le monde m'a dit, bon, là, c'est sympa, Simon, mais tu vas pas pouvoir gérer ça depuis le Brésil. C'est pas un petit truc, c'est un gros truc, donc tu rentres. Donc, je suis rentré. Je me rappelle qu'on s'est pété la gueule au vin blanc dans l'avion sur le truc du retour, parce que moi je rentrais à Paris en me disant putain je sais pas vers quoi je vais, peut-être est-ce que ma boîte va être à feu et à sang quand je vais arriver au bureau. Donc je me dis bon, dernière cuite avant un mois de tunnel de gestion de crise. J'ai eu raison parce que ça a été ça. Et une fois que j'étais à Paris, il y avait pas c'était plus une décision rationnelle, c'était vraiment du matin au soir, on était en com de crise, en gestion de crise, en gestion d'équipe. On gérait rien d'ailleurs. Enfin, on était au milieu du truc. Comme il y avait un article sur nous qui sortait toutes les minutes, et que quand Fleur Pellerin est venue intervenir dans les bureaux, on s'est mis à passer un article par seconde, sortir de la chose que tu souhaites à peu près toujours dans ta vie d'entrepreneur. Ouais, mais là c'était feu dans ce cas-là. Que moi, tu vois, je me suis fait vilipender comme si j'étais un violeur. Hein. Il y a aussi plein de gens qui sont sortis du bois pour dire Simon Davla, le startup junkie, qui a foutu ses investisseurs et ses employés dans la merde, qui a joué avec le feu, qui est une énième itération du startup guy inconscient. Donc moi je suis pas mal souffert. Tu vois, j'ai ma mère qui m'appelait en pleurs le soir, Simon, mon fils, on t'a vu dans les médias, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qu'ils te font, ils te font du mal, je comprends rien. Tu vois, donc après tu subis tout ça, c'est une machine à laver, ça dure un Tu mois. Les as pas oubliés au moins ceux-là qui t'ont un peu vilipendé? Bah écoute, j'en ai un souvenir assez cuisant et assez net, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont tus, t'as les gens qui nous ont aidés, enfin ont témoigné de la sympathie, du support, et puis c'est marrant en fait, au moment où il y a eu l'annonce, dans la tête de plein de gens, c'est comme si on était morts à ce moment-là. Et donc t'as des gens qui la veille se seraient pendus pour bosser avec nous et être mis en plein de développeurs d'ailleurs, des annonceurs certains,
qui la veille se seraient pendus pour avoir leur campagne sur AppGratis à moins 50%. Le lendemain, mais nous tapaient dessus sur Facebook, Twitter, dans des blog posts, mais comme si on était vraiment les violeurs, les violeurs du coin, quoi. Donc je me rappelle pas, j'en garde pas de rancune, mais je me rappelle très bien comment ça s'était passé, ça. Ouais. Et donc là, tu rentres dans une période qui est quand même folle. Et on en a parlé pour la première fois il y a pas très longtemps. J'en ai jamais trop parlé avec toi, mais qui est en fait cette période où t'es quand même un peu assis sur un tas d'or, avec ce qu'on appelle, je sais pas, un burn rate, enfin des dépenses mensuelles énormes, puisque t'as quand même des tonnes d'employés, et en gros ton business qui a disparu, quoi. Enfin à 99%, ou et là et en plus t'es sur une défensive, tu te fais agresser dans tous les sens. Enfin, il se passe quoi dans les, je sais pas, 3 mois, 6 mois? Comment tu te retournes? En fait, pour le meilleur ou pour le pire, ça a pas été aussi net. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse perte de trafic pendant 1 ou 2 mois. Et il y a une période de marasme. Parce que les gens qui avaient l'application, elle était toujours dessus, c'est ça? On a eu des millions de mecs pendant assez longtemps quand même, qui ont gardé l'application sur leur téléphone et qui la consultaient spontanément. On a fait une énorme campagne de migration de nos abonnés depuis l'application vers la newsletter. Donc on a réabonné, je crois, 4 millions de mecs à la newsletter. Et donc en fait, on a eu à gérer ensuite, pendant presque 3 ans, un business qui était en perpétuelle décroissance mois après mois, mais qui a quand même continué à générer pas mal d'argent pendant assez longtemps, jusqu'à ce que ça se mette à en gagner quasiment plus et qu'on prenne la décision d'arrêter définitivement le service. D'ailleurs, ça c'est un scoop, puisque l'arrêt définitif, c'est la semaine prochaine. Comme quoi, tu vois, l'histoire est toujours pas terminée. Il va falloir qu'on sorte assez vite, Fabrice. Donc, on a lancé sur Android assez vite en 2013, en se disant qu'on allait peut-être réussir à compenser les pertes. Et ça n'a pas été le cas, parce que les ratios acquisition de trafic, monétisation étaient beaucoup moins bons. Donc, on a réussi à créer une app. On a eu 15 millions de downloads sur l'app Android. Mais en fait, les taux de marge n'avaient rien à voir avec iOS. Donc, on opérait un gros truc, mais qui rapportait pas grand-chose. Donc, on a stabilisé le business, entre guillemets, mais ça a pas remis la boîte en croissance. Et puis, l'année d'après, on s'est lancé sur un nouveau business qu'on a développé un peu en sous-marin pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, et qui maintenant commence à hyper bien marcher. Donc, est la nouvelle activité sur laquelle je suis, qui s'appelle Batch.com, qui est une plateforme de CRM mobile. Et donc, finalement, avec une aventure commencée en 2008, là, c'est 2017, c'est l'année, donc presque 10 ans plus tard, tu vois, où on fait définitivement le switch, où on arrête AppGratis et on se focus uniquement avec une vingtaine de personnes sur cette nouvelle boîte qu'on développe depuis 3 ans, et qui s'appelle Batch. Et donc c'est une nouvelle structure. Non, c'est la même. C'est la même. Et faut absolument qu'on revienne sur Batch juste après. Mais tu voulais poser une question, Fabrice, vas-y. Tu dis ça veut dire que tu continues avec les mêmes associés qu'avant, avec la même équipe. Les VC. Ouais, on a toujours les mêmes VC. Il y a un associé qu'on a perdu dans la tempête, qui est tombé à l'eau. Et il y en a 2 qui sont accrochés à la barre avec moi. Vous êtes beaucoup engueulés entre vous? Non, il y a jamais eu vraiment de grosses engueulades. Il y a eu des grosses mises au point, mais il y a jamais eu de grosses engueulades ou de périodes. Donc tout ça, vous êtes restés d'accord, enfin à peu près, ou en tout cas vous avez trouvé un truc une orientation. Un des avantages d'être une boîte avec un founder, c'est que t'as quand même un mec qui a une grosse partie du capital. Et ça, c'était moi. Et donc, pour des histoires d'historique, il y a eu beaucoup de décisions collégiales, mais bon, j'ai quand même toujours eu la possibilité dans ma boîte de dire, on fait ci, on fait ça, on y va. Et c'était pas trop contesté parce que j'étais le fondateur historique et que j'avais la majorité, etc. Donc, j'ai réussi à emmener la boîte après dans la direction que je voulais sans avoir besoin de faire un travail de conviction délirant. Ni avec tes associés, ni avec tes financiers. Les financiers nous ont fait plutôt confiance. Ils nous ont plutôt suivis dans les next steps, notamment dans Batch. Un associé a eu du mal à rebondir sur la nouvelle activité. C'était plus techno, plus dur. Il était, je pense, fatigué. Il avait fait 4 ans. Il en avait marre, peut-être dans le fond. Donc, il est parti. Et sachant que c'est long et lessivant. Enfin, c'est des trucs durs. C'est des trucs durs à gérer pour lui, pour moi, pour tout le monde. C'était des histoires compliquées. Ça, c'est vraiment c'est les trucs
qui laisse des traces. Ouais, les séparations d'associés, c'est toujours compliqué. Mais bon, d'autres associés se sont accrochés. Antoine, qui a magnifiquement rebondi et qui est aujourd'hui le CTO, cofondateur de Batch, qui est vraiment l'architecte de cette plateforme-là, qui cartonne. Dans notre équipe, on n'a pas grand monde qui est resté, mais il y a Thierry, notre directeur commercial, qui est resté avec nous toutes ces années. Dans l'équipe d'ingénieurs, on a des mecs extraordinaires qui ont jamais quitté le bateau. Nico, Vincent, Cédric, Stéphane, je sais plus qui j'oublie, Arnaud, Rémi. Donc on a vraiment une équipe qui est avec nous depuis très longtemps. T'as des nanas chez toi ou pas? Bah, j'aurais préféré monter une agence de com comme toi, mec, pour pouvoir avoir des nanas, mais non, on a plutôt des mecs chez nous. Et donc tout ça, c'est passé. Et donc vous avez lancé Batch, qui commence vraiment à prendre une belle ampleur là. Tu peux nous l'expliquer en mode simple, compréhensible par tout le monde. Ouais, c'est hyper simple. Pour quelqu'un qui a fait la Sorbonne et le CELSA, normalement, c'est hyper simple. Écoute, Batch, c'est une plateforme de CRM mobile. Donc, mais CRM, ouais. Part du principe que nos clients font et feront pour les 10 prochaines années du business avec leurs clients, d'abord depuis le mobile. Donc, depuis des applications, depuis des sites mobiles. Donc, nos clients, c'est des médias qui ont des applications d'information, c'est des boîtes de VTC comme Le Cab, chauffeur privé, des boîtes qui font du food delivery comme Foodora, c'est des boîtes d'e-commerce comme tu vois Vestiaire Collective ou Intermarché, Le Drive, dont le premier point de contact avec leurs clients, c'est d'abord des applications et ensuite des emails, des SMS, ce que tu veux, mais le point de contact principal. Et donc pour ces gens-là, on développe une plateforme qui fait 3 trucs assez simples: Analytics, tout ce qui est connaissance client, donc pouvoir segmenter les gens qui sont à Paris, à Lyon, qui ont un iPhone, un Android, qui ont fait un achat ou pas dans l'application, donc toute la dimension segmentation CRM de ta base client. Et on permet enfin à des équipes marketing chez ces clients-là de communiquer avec leurs clients à eux, avec tous les canaux de communication mobile, donc notification push, ça c'est les breaking news que tu reçois sur ton téléphone, tout ce qui est message in-app, donc des espèces de petites landing pages dans les apps pour une promotion, une info, etc. Tout ce qui est push web mobile, donc c'est que les navigateurs Chrome, Firefox, Safari sur mobile maintenant peuvent t'envoyer des push, donc on fait ça. Tout ce qui est push dans les réseaux sociaux, donc Messenger, Snapchat, WeChat en Chine, toutes les boîtes ouvrent des protocoles, donc on peut s'y connecter. Et on file un outil centralisateur aux boîtes qui ont un business sur mobile. Donc il y en a de moins en moins et elles sont de plus en plus grosses. C'est-à-dire que l'app économie a mûri. Il y a plus 1 million d'applications, il y en a plus que peut-être 100, 200 000 dans le monde qui véhiculent des vrais modèles économiques. Mais ces gens-là mûrissent, deviennent des gros business et ont besoin d'outils spécialisés. Et donc nous on leur fournit ça. Donc ça c'est la suite, un peu la suite logique d'App Gratis. Le développement de cette application. Au final, on aurait pu se dire que ça aurait pu être un traumatisme un peu de l'histoire qui s'est passée en sortant du store. Finalement, tu restes dans le même business d'envoi de push notifications. Tu t'as pas voulu faire autre chose. C'est un peu un développement d'app gratis ou. On a pivoté vers un modèle où on pensait avoir plein de compétences préexistantes pour bien opérer un nouveau business. Donc technomobile c'est particulier, relationnel avec des développeurs, des annonceurs mobiles on avait déjà, capacité à avoir vite des gens qui testent notre produit on en avait plein, donc ça s'est un peu imposé à nous. Pour être très franc, si on était reparti de zéro on aurait certainement fait autre chose, mais là ça semblait assez logique. On avait plein de technologies sur App Gratis, notamment des serveurs d'envoi de push, d'analytics qu'on avait créé pour nous, qu'on a redéveloppé et intégré dans Batch. On avait une vraie légitimité, c'est-à-dire que en termes de marketing mobile, on était à ce moment-là plutôt connus pour avoir fait déjà au moins un truc, donc on n'était pas des inconnus. Donc les premiers clients nous ont fait confiance d'abord pour nous, de par notre parcours et plus que pour notre techno, et ensuite ça s'est un peu inversé, mais donc ça semblait assez logique et ça l'aide toujours. Sachant que c'est un business qui est quand même assez technique. Ça c'est pas comme ton business d'origine qu'il fallait voir venir. Hein, on l'a dit tout à l'heure, mais là, je veux dire, c'est plus que falloir le voir venir. Faut être dedans pour réussir à ressentir le truc que tu vas y avoir un besoin dans le push et l'analytique d'apps, quoi. Pour être franc, on n'est pas du coup arrivé les premiers sur ce marché. Il y avait déjà des boîtes qui faisaient ce qu'on faisait, plus ou moins bien, plus ou moins différemment. Mais enfin, là, on n'a pas inventé un produit ni un marché. On s'est positionné avec nos atouts sur un marché qui était existant.
Et effectivement, c'est un business qui est beaucoup plus technique. Ça, c'était un peu le gros désenchantement. On a pensé que ce serait simple, mais en fait, ça s'est avéré. Passer d'un modèle où tu vends de la pub à un modèle où tu vends de la technologie, c'est en fait un écart mental faramineux, tu vois, délirant. Donc là, on a mis pas mal de temps, non pas à construire Batch, mais à comprendre comment le positionner, le marketer, le commercialiser. Donc ça marche très fort que depuis un an et demi, alors qu'on développe la plateforme depuis presque 3 ans. Oui, c'était pas un... Et alors, il y a un truc quand même qui me fascine dans cet univers, c'est que moi qui travaille plus dans les médias, tes clients dans les médias notamment, se battent pour être le premier à avoir la notif. Et alors toi, c'est un peu ce que tu leur proposes, c'est dire moi je peux vous pusher des notifs beaucoup plus rapidement. Et alors bon, évidemment, s'il y en a deux, l'un en face de l'autre, qu'on t'a techno, faudra quand même que ce soit le premier qui appuie sur le bouton, j'imagine. Mais genre on parle quasiment de secondes, quoi, non, là-dedans, non, c'est ça? Ouais, alors ça a été. Alors dans les médias, on a effectivement beaucoup de clients. Notamment parce que notre plateforme elle est vraiment très adaptée aux médias et qu'on a effectivement des technos et des expertises qui font qu'on a, je pense, une des plateformes les plus rapides du marché. Donc on a, tu vois, des deals avec Eurosport au niveau européen, avec au féminin, tu vois, Marmiton, avec The Telegraph qui est le premier média aux Pays-Bas qui est en audience, je crois 2 fois plus gros que Le Monde, enfin avec des très gros énorme, trucs. Ouais. Et qui effectivement sont venus chercher Batch pour sa capacité à envoyer des pushs hyper rapidement, sachant qu'il y a plein de paramètres là-dedans qui sont assez techno mais qui font qu'on maîtrise pas mal. Donc ça, effectivement, on a une grosse expertise. Donc oui, il y a effectivement chez les médias un enjeu de rapidité sur les breaking news, être les premiers à capter l'attention sur mobile. En moyenne, les gens ont 2,3 apps médias sur leur téléphone. Une app de genre pour le sport, une app généraliste, une app locale ou thématique. Donc si t'as l'équipe et le Parisien, tu vas avoir ton push de foot sur les 2 apps. Donc il y a un enjeu pour ces boîtes-là à être le plus rapide. En audience, ouais, parce que de manière générale, à être l'app qui diffuse l'info en premier, c'est un enjeu de par l'ADN de ce que sont les médias. Et ça, on y répond effectivement très bien, ouais. Ok. Bon, déjà, bravo pour ce changement. Ce pivot là, c'est assez fou et Batch, je crois, est vraiment sur la bonne voie. Je te propose juste, on se focus 5 minutes. On va pas y passer encore des heures pour pas ennuyer tout le monde et te libérer un peu. Parler juste un peu avant de parler peut-être un peu de tes investissements, de ton orga. Parce que moi, je trouve que quand on bosse avec toi, t'es assez organisé. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, d'écrire le matin à 5 heures du matin, ensuite de faire tes recherches de clients, après de recruter l'après-midi. Enfin, c'est juste une vision de l'extérieur, mais est-ce que tu as une organisation très spécifique, un peu militaire, ou enfin tes journées, tes choses, tes rendez-vous, comment tu gères tout ça? Alors, il y a un constat de départ qui pour moi est un peu un truc obsédant depuis très longtemps en fait, c'est que l'accès à l'information du monde te déglingue complètement le cerveau. Parce qu'il y en a trop tout le temps non-stop. Et donc en fait ça je pense que c'est un des grands mots insidieux de notre génération. Ouais. Donc moi j'ai 3 trucs que j'essaye de faire, c'est un bon CRM commercial où tu notes tout et où toute ton équipe note tout. C'est quoi ça? C'est lequel? On se sert de Pipedrive mais t'en as plein. Moi, depuis presque 10 ans, je tiens un journal. Mais tu recommanderais, moi je te parle pour moi, j'ai envoyé le mail hier à mes associés, je me disais on va faire Zoho, c'est un gros... Je sais pas, il y a tellement de produits différents, j'ai pas de religion, mais Pipedrive marche très bien pour nous. Ok. Donc ça fonctionne. Tu as la capacité à revenir sur une discussion, un deal, un échange à 2, 3, 4 ans en arrière, c'est clé. À titre perso, je te disais, moi je tiens un journal, ce qu'on appelle un journal intime depuis presque 10 ans. Papier? Non, Evernote. Donc Evernote. Moi, j'ai plusieurs milliers de pages maintenant. Donc parfois j'ai 3 lignes, parfois j'ai 8 pages sur ce qui m'est arrivé dans la journée ou mes réflexions et machin. Tu l'écris quand? J'écris dès que j'ai 5 minutes. Et tu te dis pas, je le fais le soir à telle heure. T'as pas besoin d'une... Non. Bon, vraiment, je m'astreins à le faire tous les jours, même si c'est 3 mots. Et tu le relis? Ça te sert? Parfois, ou pas? ouais, bien sûr. Je reviens sur des trucs en arrière. Je mélange des réflexions perso, professionnelles, des souvenirs. Je mets des photos. Personne n'y a accès? Heureusement, personne n'y a accès. Ce serait ma perte. Ce serait ma chute. Mais ça, c'est important. Des bons codes d'accès. Sauf les ingénieurs d'Evernote. Ouais, c'est ça, probablement. Non, même, je pense que même pas. Tu sais que chez Facebook, pendant longtemps, jusqu'à 3-4 ans dans la vie de Facebook, le gros avantage de bosser chez Facebook, c'est que tu pouvais savoir qui avait visité ton profil.
tous les ingénieurs. Donc ça c'était vraiment la teuf parce que tu pouvais savoir les meufs ou les mecs qui te kiffaient, qui obsédaient sur toi. Donc c'était vraiment genre le meilleur truc. Tu sais que d'ailleurs j'ai fait un tweet à propos de ça qui était une blague, mais c'est un de mes tweets qui a le mieux marché. C'est que j'avais fait une page, alors je sais plus où il y avait dans le résultat en gros, c'est une blague évidemment, mais où j'avais mis ça y est, enfin. Un moyen de retrouver les personnes qui te suivent sur Facebook. Okay. Et genre là, tout le monde clique dessus et tout le monde réagit parce qu'en fait, quand t'es pas habitué à avoir, ils disent pas, j'espère, Mathieu, Stéphanie, ils balancent pas des trucs comme ça tout le temps. Et en fait, il avait hyper bien marché parce que les gens attendent ça. En fait, c'est une envie ça, c'est incroyable. Ouais, ça, si tu pouvais payer pour l'avoir, tu payes. Mais donc, sur ton regard. Donc ce journal perso, ça c'est vraiment important. Ça me permet l'information du monde, elle te déglingue aussi la mémoire. Donc moi, j'ai la mémoire avec la vue qui a pas mal baissé, je trouve. Enfin, j'ai une mémoire très sélective, un peu malheureusement malgré moi. Donc avoir une historicisation de ton flow professionnel et de ton flow personnel, avec deux outils différents qui sont un CRM et un journal intime, ça pour moi c'est hyper important. Tu pourras nous mettre dans ton truc aujourd'hui. J'ai enregistré mon premier podcast avec Mathieu Stéphanie. Bien sûr. Et tout dans la mesure du possible. Quand c'est important, instant feedback. Donc, tu fais un déj, tu prends des notes mentales. À la fin du déj, tu shootes. Maintenant, je le fais tout le temps. Que ce soit avec des gens importants ou pas, utiles ou pas. Un récap de ce qui s'est dit pour réhistoriciser pour la personne, pour toi, avec des call to action. J'essaie de le faire le plus en plus souvent. Une demande de validation, idéalement, même, si possible. Ouais, exactement. Bon, on en parlait tout à l'heure un peu, mais relationnel, ça, tu vois, les intros. Moi, tu vois, tu me disais, t'es organisé. Moi, je te disais, je trouve que t'es très bon sur la partie relationnelle et commerciale. Je pense que le constat qu'on peut faire tous les deux, c'est que quand t'es entrepreneur, t'es pas entrepreneur sur une boîte, c'est un métier. Et donc, le seul asset que t'emmènes de boîte en boîte, c'est ton réseau. Et c'est finalement ton capital trust. Et donc, ça, il se travaille au niveau micro et macro. Ton image de marque d'entrepreneur dans les médias, mais au niveau micro, qui t'a mis en relation, qu'est-ce qui t'a aidé, qu'est-ce que t'as fait de manière désintéressée, à qui t'as apporté de la valeur à un moment donné, qui t'a soutenu quand il se prenait une grosse dégelée dans sa vie perso ou pro. Enfin, toutes ces petites choses-là, elles sont importantes et elles font un capital que tu trimbales de boîte en boîte. Donc les intros, les mises en relation, c'est hyper important. Ouais. D'ailleurs, le double opt-in, maintenant je fais plus que ça, est hyper important. C'est-à-dire que tu mets pas les gens en relation directe, tu demandes d'abord aux gens s'ils veulent bien être mis en relation d'un côté, et quand ils t'ont dit oui, là tu fais la mise en relation. Surtout, tu follow-up avec les gens après. Moi, je déteste mettre des gens en relation et plus jamais entendre parler d'eux. Ça me rend dingue, donc je me force quand on me met en relation à toujours tenir au courant les gens qui m'ont mis en relation. Ça, tu t'en souviens ou tu le notes quelque part? Ça, c'est ma mémoire sélective. Okay. Je tenais à dire, il m'avait fait cette intro, tac, ça revient, je fais un mail tout de suite pour dire merci. Et tu tiens au courant les gens de ce que t'as fait avec les gens avec qui t'ont mis en relation, que ce soit positif ou non. Ça, je trouve que c'est vraiment, essentiel. Il y a un dernier truc, mais j'ai oublié. Mais le double opt-in, c'est un truc que j'avais entendu quelque part et que tu m'as rappelé et il y a quelques mois et que j'ai vraiment mis en pratique. Et alors, ça a un double effet. Ouais. C'est que bien sûr, la personne qui accepte l'intro, tout d'un coup, elle la prend pas à la légère. Exactement. Elle s'est commit à un moment alors, donné. un triple effet, c'est qu'en plus, tu prends contact avec la personne. Tu reprends contact avec la personne avec qui tu mets en relation. C'est-à-dire que moi, il y a des gens, là, ça m'est arrivé cette semaine. J'ai mis 2 personnes en relation. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'en avais parlé il y a quelques mois autour d'un dîner. Il me dit cette semaine, Geoffrey, le fondateur de Bonne Gueule, qui me demande de le remettre en relation avec quelqu'un. Et je le remets en relation, mais je demande à la personne. Et la personne, je devais lui parler depuis longtemps, puis j'avais pas tu vois, il fallait qu'on se parle, quoi. Et finalement, c'est aussi, ouais, salut, je dois te mettre en relation, ça te va, t'es content, ouais, bon, très bien, et puis tu le fais, et puis après tu parles d'autre chose, et puis tu recrées une connexion. Je dis pas que ça déroule tout de suite sur des affaires ou des choses comme ça, mais tu vas faire un déjeuner, tu fais un rendez-vous, tu fais des choses, et c'est vrai que je pense qu'il y a cette espèce de côté où tu connectes tout le temps, en fait. Ce qui est un peu notre rôle. Et je te rejoins vraiment là-dessus sur le. Mais Fabrice, il se tait, mais tu sais qu'il a beaucoup à nous apprendre aussi là-dessus, notamment sur Twitter où on en parlait avec lui. Mais attends, oui, non, mais Twitter, moi, c'est mon meilleur outil de mise en relation à des niveaux que j'aurais jamais espéré. Ouais. Et puis tous les gens qui le follow
quasi pas tous, hein, mais tous les gens qui le follow, avec qui il a envie de faire quelque chose et qu'il a un PDG, un machin, un truc, il lui dit allez, on va dège, quoi. Enfin, tu vois, il a tout de suite ce truc où voilà, où moi je le fais pas nécessairement en fait en follow back, j'ai pas eu cette technique, voilà, donc je m'en inspirais aussi. Mais c'est hyper intéressant. Et sinon sur les investissements, pour revenir là-dessus, sans forcément aller trop deep, mais donc t'en as fait combien à peu près au total, tu sais? Je dois approcher d'une vingtaine. Pas mal, puisque tu te souviens pas de ton premier. Bah, je fais pas. Enfin, je fais pas la liste mentale tous les jours parce que c'est des trucs parfois que tu fais de manière impulsive. Et les boîtes te recontactent jamais, puis un jour elles te disent on a vendu, on va te faire un chèque. Ou il y en a d'autres qui t'ont sollicité pour avoir ton argent mais aussi ton expertise et qui sont hyper demandeuses. Il y a des mecs avec qui j'échange sur une base hebdomadaire sur leurs problématiques X et Y. Donc celles-là je les ai à l'esprit, les autres il y en a que j'ai oublié, et d'autres qui ont déposé le bilan depuis, donc je fais pas la liste mentale, mais il y en a une petite vingtaine et c'était un peu je sais plus quel blogueur avait dit ça, mais c'était assez vrai, c'est tu fais tes 20 premiers deals avec soit une thèse d'investissement, soit pas de thèse d'investissement au gut feeling, et tout ça constitue ton MBA en business angel. Donc moi, je dois avoir investi dans mes boîtes en tout un peu moins de 300 000 euros dans une vingtaine de boîtes. D'accord, quand même. Ouais. Donc c'est pas des millions, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus des tickets à 1000 balles. Donc c'est une part importante de l'argent que j'ai gagné dans ma vie. Donc bon, alors, du coup les learnings que ça te génère. Ce qui est bien, c'est quand les boîtes vont dans des phases avancées et que tu peux les suivre, t'as accès à l'information. Quelques boîtes dans lesquelles parce que t'apprends, en fait. Quelques boîtes dans lesquelles je suis rentré, qui ont fait des séries A, des séries B, une qui est valorisée, je crois. J'ai pas malheureusement une grosse part là-dedans parce que j'ai mis un tout petit ticket, mais qui est valorisée genre 450 millions d'euros. Tu vois, sur une série A, B, C, D à 80 millions avec Google Ventures. Donc bon, là, j'ai plus du tout accès à l'info et j'ai de temps en temps, je prends un café avec les fondateurs et ils m'update, tu vois. Et donc, parce qu'il y a aussi des boîtes où je suis au board, donc là, t'as accès à toute l'info, c'est génial, tu vois comment la vie de la boîte évolue. Mais bon, tout ça, cet argent-là, même si je le récupère pas, j'espère que je le récupérerai et plus, mais même si je le récupère pas, ça me donne accès à plein d'autres tracks entrepreneuriaux qui sont pas les miens, qui sont d'autres, et donc, dont je me nourris, dont j'apprends énormément de choses, et ça me donne, si tu veux, une compétence, enfin une formation en fait, c'est une sorte d'académie à mon métier d'entrepreneur qui a pas de prix parce que bah c'est, tu vois, il y a un banquier d'affaires qui m'a dit l'autre jour et c'est très vrai, un bon banquier d'affaires c'est un mec qui a fait beaucoup de deals. Pour le choisir ton banquier d'affaires, c'est comme un bon chirurgien quoi. Il faut qu'il ait fait beaucoup d'opérations. Bah un bon entrepreneur, je pense, s'il a fait beaucoup de deals, soit lui-même directement, soit par le truchement de boîtes dans lesquelles il a investi, bah ça lui donne une vision un peu globale, un peu holistique. En tout cas moins lacunaire que juste sa boîte, qui est hyper importante. Et donc t'as une stratégie d'investissement, t'investis dans les trucs pas du tout. Aucune. Non, si j'investis. Alors ma seule strat, c'est que ce soit des gens qui soient pas trop loin de moi, que ce soit géographiquement parce qu'ils sont à Paris ou parce que c'est des gens que je connais bien et qui sont partis à l'étranger, aux US, à New York ou à San Francisco, mais à qui je peux avoir un contact régulier quand je veux. Souvent, depuis que j'ai vendu une boîte à Facebook, enfin que j'étais dans une boîte qui a été rachetée par Facebook, j'ai un deal flow qui a été multiplié par 10. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un mec par mois qui me disait, j'ai vu Business Angel, t'es sur LinkedIn, est-ce que tu veux investir? Depuis cette boîte-là, j'ai un ou deux mecs par semaine qui me demandent d'investir dans leur boîte. Comment ça se passe quand on a une boîte qui est rachetée par Facebook? Bah là, c'était un peu triste parce que ça s'est fait, Facebook, c'est évidemment hyper processé. Donc, j'ai eu accès un peu à, on va dire, le background des négos, mais pas tout. Et puis après, tu reçois un matin ce qui s'appelle un SIG pack, donc un signature pack d'un lawyer ou d'un cabinet de lawyer qui te dit, bon, il y a 2500 pages à signer, mais tu vas juste prendre la page 20, 50, 90, 250 et 450, et là, tu signes dessus. Ça vaut pour tout le document. T'as 48 heures pour me renvoyer ça et le RIB de ta banque et on va te payer. Et basta, et tu disparais forever de l'aventure. Donc ça, c'est un peu, enfin, c'est pas frustrant, mais ça s'est passé comme ça. Mais t'es quand même pas malheureux. C'est quand même l'idée aussi de se dire, tu reviens sur ton investissement. C'est génial en termes de track record et en termes de street cred. Quand t'as investi dans une boîte qui a été rachetée par Facebook, c'est comme une levée de fonds, quoi. C'est un truc c'est une case en plus dans ton parcours long, 40, 50, 60 ans d'entrepreneuriat. Bah, c'est une case de plus. Sûr, ouais. Et comment tu sources tes investissements?
Bah alors, je les source pas activement, j'ai pas un fonds perso et d'argent à déployer avec des objectifs de TRI et de deadline, c'est-à-dire que je source de manière passive, soit parce que j'ai des entrepreneurs qui me proposent de les suivre dans les deals dans lesquels ils sont. Donc je suis dans différents clubs, je fais partie du Galion, qui est un club qui a été créé par Jean-Baptiste Rudel, qui rassemble 200 entrepreneurs français de boîtes qui marchent bien ou qui ont bien marché ou qui vont bien marcher. Fondateur de Criteo. De Criteo, ouais. Où il y a plein de mecs qui sont aussi en business angel et qui font des deals, donc parfois on se met à plusieurs parce qu'il y a une boîte qui les excite, ils nous disent c'est top, ils cherchent 100 000, moi j'ai mis 50, mets 25 avec moi, toi et toi, donc ça c'est une manière d'avoir du deal flow. Tous les incubateurs français, il y en a qui sont quand même vachement bien, qui génèrent aussi du deal flow en te proposant parce qu'ils pensent que tu as une capacité à aider cette boîte-là, qui te met en relation et tu finis par investir. Bon, il y a une fois que t'es actif, t'as un deal flow qui est X ou Y, mais t'en as un, quoi. Donc, et si là demain tu peux investir dans n'importe quelle boîte, ouais. C'est quoi pour avoir le meilleur investissement possible demain? On sait que pour pouvoir mettre un ticket, il faut avoir des bons accès. Demain, tu mettrais où? Alors attends, la question c'est quoi? C'est quelle boîte ou comment je ferais? Quelle boîte? Quelle boîte demain tu peux mettre dans n'importe quelle boîte? Un ticket. Alors je vais déjà te dire la pire boîte au monde dans laquelle j'ai mis un ticket. J'avais mis un ticket dans Yo. Je sais pas si tu te rappelles. Là, oui, bien sûr. J'ai harcelé des gens avec Yo pendant plusieurs semaines. 10 000 euros dans Yo, et ça, autant te dire que je les ai perdus irrémédiablement. En revanche, je sais pas dans quelle boîte, parce que j'ai pas la vision holistique, mais j'ai rencontré un peu tard les fondateurs, parce qu'ils étaient déjà sur un track de dingue, mais j'avais entendu parler de plein de fois, Algolia. Oui. Et je pense que c'est une boîte qui manœuvre hyper bien, qui est plutôt low-key, et je pense que c'est une boîte, je sais pas si ça sortira pour 1 milliard, mais je pense que ça sortira quelque part entre 500 millions et 1 milliard d'ici 24-36 mois, et je pense que ça va être une des plus grosses success stories de la tech française. Et le founder, je l'ai rencontré un peu tard, il avait déjà 10 milliards de mecs qui le courtisaient, et c'était trop tard pour mettre un ticket. Qui est pas loin d'ici, il me semble, et donc Algolia, c'est moteur de recherche dédié pour fait un peu sur mesure pour ton site internet. Ouais, c'est le marché du search non indexable. Donc c'est tout ce que auquel Google ne peut pas accéder parce que c'est derrière des login walls. Donc tout ce qui n'est pas le site web, ça veut dire que c'est derrière des sites publiquement indexables, un mot de passe et un accès. Et en fait, ça c'est une partie, si tu veux, du web qui est gigantesque, mais qui peut pas être crawlé par les crawlers de Google parce que Google se crée pas des comptes fake pour aller indexer ce qui est pas indexable. Donc c'est un énorme marché que Google n'a pas vraiment adressé, que quelques boîtes comme Algolia adressent, mais je pense qu'ils ont une longueur d'avance et leur techno est quand même remarquable. Nous on l'utilise sur un ou deux de nos services et qui résout un problème simple, compréhensible, ils le résolvent hyper bien. Je pense que ce sera une des grosses success stories. Alors, on a bien compris la success story, mais comment on se retrouve à se dire, OK, je vais mettre un ticket dans Yo? C'est clair. Parce que quand même, c'est l'appli un peu la plus... Alors, je t'ai dit, c'est les mecs qui sont malins, ils ont fait un truc Yo, pour rebondir. C'était un peu l'inverse. Alors, Yo, c'est marrant parce j'étais à SF au moment où il était vraiment la star de la Silicon Valley, il l'a été pendant 2-3 semaines, c'était vraiment le mec le plus... Qui a levé avec rien, quoi. Or Arbel, c'était vraiment le mec que la Donc Yo, je le rappelle, il y avait une application, t'appuyais dessus, ça faisait Yo. Et ça faisait Yo. Un contact. Non, dis pas plus, c'était ça. T'appuyais sur un bouton, ça faisait Yo à tes potes. Mais ils ont essayé quand même de chercher un petit modèle où c'était des Yo pour avoir des alertes. Non, mais ça, je crois que c'était un Israélien. Et donc, le mec il avait fait, c'était des systèmes d'alerte au moment où... le mec s'appelle Or Arbel, ouais. Et après, il a essayé plein de modèles pour monétiser, et puis le truc s'est effondré. Il avait pas remboursé un peu? Non? Pas à ma connaissance. Mais si t'en as entendu parler. Non, quand tu mets de l'argent, il faut vraiment... Alors ça, c'est une règle d'or. Si t'investis en business angel, au moment où tu fais ton chèque, tu considères qu'il est perdu. Ouais. C'est la seule règle. Enfin, c'est une des règles. Si tu commences à te dire, j'ai placé de l'argent dans une boîte et... Alors ça, jamais, tu vois. Au moment où tu fais ton chèque, tu te dis que cet argent-là, tu le reverras jamais. Et un jour, peut-être, t'en reverras la couleur, une partie, moins ou plus, mais il faut surtout pas te dire que c'est un placement.
Donc, et du coup, d'où l'intérêt aussi de faire 20 différents, parce que si t'en fais qu'un seul, c'est à peu près sûr que tu vas perdre. Voilà, après ça, c'est des logiques de fonds d'investissement, j'ai un deal qui va payer pour tous les autres. Moi, c'était pas vraiment ça. J'espère qu'il y aura un deal dans mes deals qui payera pour tous les autres, mais je le fais pas. Il y a une probabilité que tous mes deals... Là, t'es pas revenu sur ton investissement. Non, loin de là. Mais bon, après, il faut du temps, autant. Ça, il faut vraiment pas être pressé. Mais moi, il y a une probabilité qui est quelque part entre X et Y% que je perde tout, tu vois, je crois jamais et je compte pas sur mes deals de business angel pour vivre. Moi, je suis d'abord entrepreneur, mais tu sais, de monter des boîtes, d'espérer les vendre, en tout cas d'en vivre, c'est ça mon job. Justement, t'entreprends, donc tu prends un risque, et l'argent que tu gagnes, tu le mets aussi dans du risque. Ou est-ce que t'as d'autres investissements plus safe, ou alors l'objectif c'est toujours de trouver le truc qui va cartonner. Tu veux dire, ou des choses comme ça. Ouais, exactement. Bah, j'ai quand même acheté un appart. Alors, je suis pas dans l'immobilier comme d'autres mecs sont dans l'immobilier, à faire des deals immobiliers toutes les semaines. Moi, j'ai acheté un appart, mais ça, c'est pas le bout du monde. Que j'ai d'ailleurs pas fini de rembourser. Non, oui, je le mets dans du risque. Je le vois comme mon métier. Enfin, tu vois, si demain j'étais à la rue parce que ma boîte s'effondrait avec tous mes deals paumés, je connais 10 mecs qui, normalement, me passeraient un coup de fil dans la semaine pour me proposer... soit d'être X ou Y dans leur boîte, d'être à leur board. Ah oui, au board, oui. Mais X ou Y dans une boîte, tu crois que... Moi, c'est une question que je me pose souvent. Non, mais en termes de poste, en termes de participation. Enfin, oui, mais même de poste, mais tu crois que toi et moi... Ouais. Moi, je suis pas aussi successful, mais tu crois qu'on est embauchable? Enfin, moi, ça fait 10 ans que je bosse pas, 12 ans que je bosse pas pour d'autres. Tu crois qu'on n'est pas vu comme des gens? startups, oui. C'est-à-dire que moi, je pense pas véritablement un mec efficace pour faire passer une boîte de 5 millions d'euros de revenus à 50 millions ou de 50 millions à 500 millions. Mais en revanche, demain, tu me mets dans n'importe quelle startup, pas trop loin de mon univers de compétences, et tu me dis, aide les fondateurs à passer de 0 à 1 million d'euros de revenus à l'année et de 1 à 5 millions. Globalement, je sais que je peux les aider. Tu vois. Ouais. Et leur éviter un nombre d'erreurs assez phénoménal. On est d'accord. Tu vois, et donc ça, c'est un truc que, a priori. C'est des postes qui payent pas, c'est chiant, ça. Non, ça dépend. T'as des boîtes, ça dépend. Tu peux aussi aider des mecs qui ont un potentiel de dingue. Ouais. Tu vois. Et les aider, en plus de passer de 0 à 1, tu peux les aider à lever, non pas 1 million dans des mauvaises conditions, mais 3 ou 4 dans des meilleures conditions. Pareil, en les faisant naviguer avec la bonne voilure et pas la mauvaise. Donc non, ça, est-ce qu'on est embauchable? On essaye nous de faire ici. Toi et moi, on est embauchable. Est-ce qu'on a envie d'être embauché? C'est une autre question. Ouais. Mais est-ce qu'on est embauchable? Je pense que c'est tout à fait ce qu'on essaye de faire ici avec nos startups dont je t'ai parlé chez Causa. De toute façon, un mec qui sait dessiner, un mec qui sait coder et un mec qui sait vendre, et un mec qui sait bien s'exprimer, ils auront toujours du taf. A priori. Mais s'il faut pas, c'est être radiologue, par exemple. Si t'es radiologue dans l'imagerie médicale, là, t'es au chômage dans 3 à 5 ans. Mais les postes qu'on a cités, là, tu pourras toujours. Et justement, si tu devais faire des études aujourd'hui, si tu devais apprendre un truc, toi, t'as fait le CELSA, qui n'a rien à voir avec ce que tu fais. Si tu devais être embauchable aujourd'hui, on a certainement des jeunes qui vont nous écouter. Tu fais quoi comme étude? Oh, je ferais Sciences Po, je crois. Je crois que c'est n'a rien à voir avec la tech. Parce que tu penses que il faut mieux se structurer l'esprit, plutôt que d'aller coder. Moi, le truc à la mode, c'est on va aller faire 42. Non, toi, tu vas faire Sciences Po. Ouais, je sais. Ouais. Ça t'apporte quoi de Je sais pas, je pourrais pas te dire. C'est juste l'école que je regrette de pas avoir fait, je crois. C'était l'école qui était faite pour moi et que j'ai pas faite parce qu'ils m'ont recalé comme une vieille merde au concours. Globalement, c'est la raison principale. Mais c'est peut-être mon seul regret académique. Et puis après, je te rejoins là-dessus. Je réponds à la question que t'as posée à Simon, mais on a envie d'y répondre. Question. Non, mais je veux dire, en effet, conseiller aux gens de faire 42 ou l'EPITA, l'EPITech ou différentes écoles de code, c'est bien, mais je veux dire, moi, je suis pas fait pour ça, quoi. Tu vois. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'aller voir des gens, c'est d'appeler, de faire des déj, de comprendre ce qu'ils font, d'essayer de voir comment on peut les aider, de voir comment tu peux innover, de voir comment tu peux réfléchir à tu vois, et c'est quand même, il y a des gens qui adorent être derrière un écran, résoudre des problématiques complexes, etc. Ça me fascine, mais c'est tout le monde n'est pas adapté à ça, mais non.
Totalement. Moi, les études, c'est un truc que j'ai passé assez rapidement, qui m'a beaucoup ennuyé. La finance, j'aimais ça parce que quand j'étais en cours de finance en école de commerce, la prof me demandait quel était le niveau d'ouverture sur le CAC 40 parce que j'étais en train de passer des trades pendant les cours. Donc, je suis plus aussi dans l'application et dans la pratique que dans la réflexion. Je vous propose, on avait plein d'autres questions plus sur tes méthodes qu'est-ce que tu lis, tes méthodes de management, des choses plus, mais je pense qu'on a fait assez de temps. Dans le meilleur des cas, si on nous le redemande, et nos auditeurs adorent notre podcast qui va bien sûr être écouté par des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, que dis-je. Avant j'ai deux questions avant qu'on plie les choses. Peut-être que tu en as une aussi, Fabrice. Une première qui est, où est-ce que les gens te suivent, ou je sais pas, des endroits. T'as toujours un blog, t'as toujours un, où est-ce qu'on ou sur ton compte Twitter, il y a des endroits où t'es actif ou pas du tout ou... Écoute, c'est une bonne question. Je me la suis jamais posée. Où est-ce que je peux indiquer aux gens de te suivre? Ils t'ajoutent sur Facebook, sur LinkedIn, et non, puis voilà. Facebook, j'ai vraiment, j'ai mes 400 potes dessus et basta. Et j'ai tout fermé. Écoute, je me surprends à me servir quand même énormément de LinkedIn. Et souvent espérer qu'ils améliorent un petit peu leur fonctionnalité de communication. Ou tu as un compte premium. Où j'ai un compte premium. Je trouve effectivement. Eh oui, je suis du genre dépensier. Mais je trouve qu'il est. Je me suis pris le premium. Je trouve mais j'ai jamais trop compris. Tu veux nous expliquer pourquoi on a un compte premium? Mais non, mais je trouve en l'occurrence qu'il s'améliore. Oui, ça s'améliore. C'est un peu il y a 6 mois, peut-être que j'aurais pas dit ça, mais là, je commence à dialoguer sur la messagerie LinkedIn. Je commence à lire des choses sur LinkedIn Pulse. Je trouve qu'il y a quand même un vrai progrès. Non, moi, j'ai jamais développé comme Fabrice, une présence hyper forte. Je trouve Twitter, moi, ça s'est dégradé d'année en année, mon expérience de communication, leur DM, leur inbox, je trouve qu'elle est merdique. Le truc est devenu un outil de self-publication pour tout le monde, donc il y a plus vraiment. Moi, j'ai connu Twitter quand je suis arrivé à San Francisco en 2007, et c'était la grosse stuff. C'est-à-dire que tu tweetais un mec, et dans l'heure, tu prenais un café avec lui. Vraiment. Mais pour tout le monde. N'importe qui. Moi, j'ai fait tout mon réseau là-bas avec Twitter qui était très très neuf. Et ça, aujourd'hui, si t'es une star comme Fabrice, tu peux le faire, mais bon, si t'as juste 4000 followers et 1000 following comme moi, tu vois, je me sers pas de ça pour faire du biz ou du new contact. Je me sers beaucoup de LinkedIn et en fait, j'écris beaucoup. Je pense que j'envoie un nombre de mails juste délirant. Mais... Et tu écris plus, en blog, ça te manque pas, Medium ou LinkedIn Pulse, justement, ou... Non, parce que t'écris bien, en plus, moi, je trouve, ton post, alors, je t'ai dû bien l'écrire, le post d'annonce de la fin mais enfin peu importe. J'y arrive pas parce que je trouve que ça je trouve qu'il y a toujours une dimension soit de self-promotion, soit moralisatrice dans le blogging moderne où tu veux partager ton expérience, que les gens puissent s'inspirer, il faut te donner des conseils. Et en fait, à une époque, quand j'étais un peu arrogant, je donnais des conseils aux gens, j'ai fait si, il faut faire ça. Et en fait, je me rends compte, notamment grâce à mon MBA en Business Angel, que 99% des conseils que tu files, en fait, ils s'avèrent être faux, ou pas très bon, ou pas terrible. Donc si tu le dis à l'oral, ça passe, tu vois. Si tu l'écris, ça reste. Donc je suis d'accord que si tu dis de la merde, des gens s'en rappellent. Donc j'ai un peu arrêté. L'idée de ce podcast qui est quand même un truc assez émergent en ce moment, mais c'est que on se dit que à l'oral, tu le dis pas de la même, enfin, on voit l'intonation de ta voix, on entend la manière dont tu le dis, que si c'est arrogant, si c'est des conseils, ou si, tu vois, tout à l'heure, on t'a demandé des conseils, tu nous dis, je sais pas si je peux donner des conseils, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et l'autre question, moi, que j'ai, ce qui est un peu double, mais quand tout ça est arrivé sur App Gratis, il y a pas un moment où tu t'es dit bon, j'ai fait un peu d'argent ou pas mal, je peux. T'as pas eu envie de tout plaquer, de dire. Enfin, c'est pas un truc qui est revenu jamais ou. Enfin, évidemment, c'est peut-être venu comme ça, mais c'est pas resté comme ça où tu t'es dit. C'est revenu plein de fois, si, et sans doute un peu après, c'est-à-dire que si, mais bon, ça c'est un truc. C'est comme quand ta santé se détériore ou tes potes savent plus ce que tu fais. De temps en temps, t'as une phase où tu te dis putain, mais qu'est-ce que je fais de ma vie là, à me faire chier, à remonter une boîte,
Alors que je pourrais faire une infinité d'autres choses. Mais en fait, bon, alors tu fais des crises personnelles, existentielles. Moi, j'ai des très bons associés et j'ai des gens autour de moi qui sont de vraiment de grande valeur. Et donc, j'ai toujours des gens avec qui discuter de manière fondamentalement ouverte sur, tu vois, le dégoût du moment, j'en peux plus, j'arrive plus à aller au taf, j'arrive plus à me lever, je suis sur YouTube toute la matière. Bon, quand t'as des phases de down, j'ai des gens avec qui le partager, je l'ai déjà connu, donc je les surmonte. Je pense une des obligations quand t'es entrepreneur, c'est d'aller au bout des choses quand même. Enfin, tu vois, faut savoir faut savoir quand s'arrêter, mais bon, tu vois, sur cette boîte là, moi j'ai pas le choix, je dois aller au bout quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est AppGratis, c'est que ça va faire presque 10 ans de ma vie, c'est devenu Batch. Pour le meilleur ou pour le pire, cette boîte, tu vois, je sais pas ce qu'elle va devenir, mais je peux pas juste démissionner, quoi. C'est pas possible. Donc, Parce que t'aurais pu lâcher l'affaire je peux lâcher quand je veux. Au moment, mais... bien sûr. Mais quand t'es au Brésil et que tu vois que ton app se fait virer du store, est-ce que dans les jours qui viennent, tu l'as dit tout à l'heure de manière assez logique, on a fait abonner 4 millions de personnes sur la newsletter, t'as trouvé des solutions. Alors que t'aurais pu dire, bon les gars, ok, ouais, ciao. Non, à ce moment-là, on a eu en fait une rage de se battre qui a été décuplée par. Moi, je suis un peu un roman. Je suis un peu un littéraire romantique. Et en fait, le fight David contre Goliath, dans le fond, si je suis honnête avec moi-même, ça m'a quand même vachement excité. Quand tu te coltes avec une boîte qui vaut 600 milliards et qui est toute puissante quand même, et que t'es une petite startup de merde à Paris, et que t'arrives à te fighter pendant 2-3 semaines dans les médias avec eux, sur un truc sur un sale coup qu'ils t'ont fait et que t'as rien pour te défendre à part le jeu médiatique, à ce moment-là, si on est franc avec nous-mêmes, on était assez exaltés, portés par une sorte de force qui sortait de nous. À part juste déjà leur faire mal parce que ça les horripile d'avoir cette bataille dans les médias. Ouais, mais ça, on l'avait pas vraiment fait de manière à dessein. C'est-à-dire que c'est sorti dans les médias parce que des blogueurs ont repéré que l'app avait été retirée du store et c'est parti en boule de neige et on a été obligé de le gérer. C'est pas nous qui avons sorti un communiqué de presse en disant ils nous ont fait du mal, c'est des salauds. Donc ça, pour la petite histoire, ça s'est imposé à nous et on a été obligé de le gérer et ensuite on est rentré dans un fight où Apple, ils communiquent directement avec le Wall Street Journal, c'est-à-dire que leurs communiqués de presse sont publiés quasiment mot pour mot par le Wall Street Journal. Donc, nous, il fallait qu'on se batte avec d'autres armes. Mais donc, non, après, pendant un an, il y a eu la phase hyper démoralisante où moi, j'étais vraiment le golden boy du mobile. Et pendant un an après, j'étais le paria. C'est-à-dire que les gens qui se seraient pendus une semaine avant pour bosser avec nous ne répondaient plus à nos mails. C'est-à-dire que les gens ne voulait plus avoir de contact avec moi pendant presque un an. Et ça a été hyper dur ça a été hyper dur. Mes mails, voir si je t'ai envoyé un mail. Ça a été hyper dur pendant l'année. Et après, tu vis avec un léger trauma de te dire, bon, en fait, tout ce que tu construis peut s'évaporer du jour au lendemain. Voilà, comme vous l'avez probablement entendu, il n'y avait plus d'espace sur la carte mémoire. Nous avons dû couper un peu de manière abrupte. J'en suis donc désolé pour vous et pour Simon sur cette fin un peu directe. Je vous propose de me poser des questions éventuellement si vous en avez pour Simon et nous en profiterons pour faire un prochain épisode plus court cette fois, plus direct avec des questions que vous pourriez avoir. Merci une fois de plus à Fabrice Pelosi pour sa participation à ce premier épisode. Tu es le bienvenu quand tu veux dans le podcast. Merci aussi à Simon Davlat d'avoir accepté cette interview. Tu es bien évidemment également le bienvenu si tu veux co-présenter des épisodes de ce podcast à venir. Génération Do It Yourself, épisode 1, c'est la fin. Merci. Merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself, le podcast qui analyse le succès et les échecs de ceux ou celles qui se sont lancés dans de grandes aventures. Je suis Mathieu Stéphanie, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Twitter ou encore Facebook. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ce podcast ou à partager avec moi vos projets digitaux les plus fous. Attention, Mathieu avec 2 T et Stéphanie, S-T-E-F-A-N-I. Je vous remercie de partager ce podcast autour de vous. Vous le trouverez sur SoundCloud, sur votre application podcast de votre iPhone ou encore différentes plateformes de podcast Android. Merci à Cosa Vostra pour la production de ce podcast. L'habillage musical est issu du morceau Night Owl de l'artiste Broke for Free. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout.
Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.